Bonjour, salut, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième épisode de Indispensable, le podcast qui traite des comics qui sont censés être indispensables, en tous les cas que la communauté des comics, des lecteurs et des lectrices du comics juge comme étant indispensables. Ce deuxième épisode est consacré à un comics Marvel, un comics bien connu pour les fans de Marvel et pour les fans du comics de manière beaucoup plus générale. Vous avez vu la vignette, vous avez certainement lu le titre, en tous les cas j'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez. On va donc traiter de Civil War, le récit de Mark Millar et Steve McNiven, l'un des events certainement les plus connus de ces dernières années, publié chez Marvel, mini-série en 7 épisodes pour rappel. Indispensable, qu'est-ce que c'est? Vous débarquez peut-être dans ce podcast en vous demandant, tiens, s'ils vont parler de Civil War, mais qu'est-ce qu'on va faire sur Civil War? Eh bien, tout simplement, comme le titre l'indique, on va parler d'un comics que la communauté des lecteurs et des lectrices de comics considère comme étant indispensable, et on va revenir dessus en long, en large et en travers pour savoir ce que nous, eh bien, on en pense et savoir s'il est vraiment indispensable, si le collectif lescomics.fr lui appose le sceau indispensable ou pas. Je suis Comics Grincheux, je suis la caution Casburn de ce podcast, je suis la caution Casburn de lescomics.fr, je suis accessoirement rédacteur en chef de lescomics.fr, mais ça, on s'en fout. Et pour m'accompagner dans cet épisode sur Civil War, j'ai avec moi 3 éminents membres du collectif, 2 vidéastes, un membre de la team review, un chroniqueur. Donc la partie est plutôt équilibrée, 2 chroniqueurs, 2 vidéastes, donc c'est plutôt bien, on a bien fait les choses sur ce coup-là. Tout d'abord avec moi j'ai Jules de la chaîne YouTube Jules et Nico. Mon cher Jules, comment vas-tu? Eh bien ça va très bien, très content de vous retrouver ce soir pour parler de ce fameux titre. Et bonjour à tous. C'est un plaisir également. Également avec nous Lolo, chroniqueur, Docteur Comics également. Comment vas-tu, Lolo? Eh ben ma foi, fort bien, et fort ravi d'être ici pour ce monument, si j'ose dire. Eh ben, oui, et en plus c'est ton premier podcast, je crois. N'est-ce pas? C'est très honoré autant que stressé, c'est incroyable. Très Oh, étrange. t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'en fais pas. On vous l'a rassuré. Surtout avec les énergumènes que t'as à côté, tu n'as aucun souci. Et enfin, j'ai Fred de la chaîne YouTube Show. Comment tu vas, Fred? Écoutez, je viens de me prendre pitorté dans un meuble, donc moyen en vrai, mais Ça y est, tu es vénère. je suis un peu vénère. Ouais, Alors que d'habitude, je suis la caution bisounours, donc je vais voir ce que je peux faire. C'est vrai que sur le podcast Watchmen, tu avais en effet été la caution bisounours. Donc, en effet, j'attends tes avis bisounours sur Civil War avec grande impatience. Eh bien, écoutez, messieurs, on va attaquer ça. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode qui était consacré à Invincible, simplement pour rappel, on va faire dans un premier temps une partie sans spoiler. On va faire un résumé de Civil War, même si je pense que beaucoup de gens connaissent Civil War. Ça fait jamais de mal de reposer un peu les bases. Donc, il y aura le pitch de Civil War. Et ensuite, on donnera chacun à notre tour notre avis, sans aucun spoiler, sur l'histoire. Et ensuite, dans une deuxième partie, cette fois, on ira vraiment dans du full spoil. On analysera en détail ce que raconte Civil War, ses thèmes, les dessins, les techniques de narration de Mark Millar. Enfin voilà, on ira vraiment dans le détail de Civil War pour évidemment se demander si c'est un indispensable ou non. Et bien, pour commencer cette première partie sans spoiler, je me tourne vers Jules qui va nous faire un fabuleux résumé de Civil War. J'en suis convaincu. Donc effectivement, Civil War, qu'est-ce que c'est? Civil War, c'est une série en 7 épisodes de McNiven et de Mark Millar, comme tu le disais. C'est une série où on suit dès les premières pages l'équipe de super-héros, les New Warriors, qui font exploser une partie de la ville, Stanford, si je ne m'abuse. Et tous les regards sont tournés vers les super-héros, donc à qui on va demander des comptes. Et s'ensuit une loi qui va s'imposer à tous, une loi qui va sûrement être votée, et c'est ce qu'on va voir tout au long des épisodes, pour recenser les super-héros. Pourquoi pas les payer, mais en tout cas que les grands pouvoirs aient un regard sur ces héros qui jusqu'ici étaient en roue libre. 2 camps vont s'affronter, le camp de Captain, qui lui ne sera pas pour le recensement, et le camp de Tony Stark, Iron Man, qui lui sera pour ce recensement. Lourdement influencé par la mère
d'un des jeunes qui est mort ce jour-là lors de la fameuse télé-réalité des New Warriors, Myriam Sharp, qui effectivement va l'influencer et va Ça me semble être tout à fait ça. Je limiterais peut-être un petit peu le rôle de Myriam Sharp là. Oui, le rôle de Myriam Sharp est peut-être un effet un peu moins à nuancer quand même. Je pense qu'elle fait juste que appuyer. C'est pas voulu. Après, personnellement, je trouve que Tony Stark prend cette direction-là à cause d'elle au final. S'il l'avait jamais rencontrée, peut-être qu'elle a un rôle de représentation du peuple. Tout à fait. Voilà, de l'humain de base. Après, on sait qu'il y a autre chose à côté. Il y a les prédictions de Tony, il y a les prédictions de Reed qui sont là, qui je pense, ont plus de poids sur les décisions de Iron Man, quoi. Merci pour ce résumé, Jules. On va maintenant du coup donner chacun à notre tour notre avis sans spoiler, je le rappelle, sur Civil War. Qu'est-ce qu'on en pense et peut-être aussi donner un peu d'éléments de contexte sur Civil War, sur notre lecture, en tous les cas, notre découverte de Civil War. Ça peut peut-être être important pour comprendre notre avis. Écoute, Lolo, je te propose de commencer, de nous donner en premier ton avis. Yes. Bon, alors moi, la Civil War, ça c'est, bon, je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de lecteurs qui sont un peu comme moi. Ça s'est fait quand j'ai commencé en fait Marvel. Ça doit faire quelques années maintenant, peut-être 4 ans, sachant que j'ai dû commencer les comics il y a à peu près 6 ans. J'ai commencé en fait par tout ce qui était récit autocontenu de type Old Man Logan ou les gros events en fait, ce qui était le plus simple. Et Civil War, ça fait partie de ceux de toute façon que n'importe quel libraire conseillera à un lecteur qui lui demande qu'est-ce que je peux lire en Marvel. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait en fait ma découverte avec le titre, qui a été beaucoup plébiscité, les avis que je regardais sur internet, etc. Donc bon, la lecture s'imposait un peu. De toute façon, je pense c'est une lecture qui va forcément être conseillée, peu importe le lecteur de comics qu'on soit. Et globalement, moi, ça aurait été une bonne lecture avec une bonne impression, mais loin du chef-d'œuvre unanimement, quasiment presque annoncé partout, que j'ai pu voir sur Internet, etc. Donc, on va dire une petite déception par rapport à mes attentes, mais pas une lecture qui s'est révélée complètement désagréable, même s'il y a quelques petites choses qui m'ont gêné, et ça s'est accentué finalement avec le recul et au fur et à mesure de mes lectures comics avec les années. Sans spoiler, t'arrives un peu à cibler. C'est quoi qui t'a gêné dans le récit, ou tu préfères le garder pour la partie spoil? Non, sans spoiler, ça reste pour moi les faiblesses un peu de Millar qu'il a pu nous montrer de plus en plus, je trouve, au cours des dernières années. J'aurais plus tendance à l'appeler le pitcher que le scénariste. Et c'est une légèreté finalement des thèmes et des ambitions qui sont annoncées pour être finalement une grosse baston de super-héros, plus que véritablement un récit aux enjeux politiques et au questionnement de la légitimité des super-héros. Voilà, c'est principalement ça le problème qui fait que voilà, je m'attendais à une lecture qui reste et où le sous-texte aurait été très présent, et finalement c'est beaucoup plus popcorn que ce que l'on m'a vendu à l'époque. Ok, d'accord. Je comprends tout à fait ce que tu as pu ressentir. Ok, Fred, écoute, si tu veux nous donner ton avis sans spoil. Écoutez, je veux bien. Alors, pour moi, contexte très différent. Donc, j'ai commencé la lecture des comics dans les années 90 et j'ai fait un break au moment d'Onslaught, c'est-à-dire au moment où la publication a cessé chez Semic et où on a commencé à voir Marvel France, et donc cet event Onslaught, là où j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver. Et j'ai repris la lecture des comics début 2000, je dirais, en tout cas avec les Ultimates. Et comme ça m'avait bien plu, j'ai aussi repris un peu des Avengers à côté, donc les tout premiers numéros d'Avengers de l'époque, avec les New Avengers. Et donc j'ai eu un petit peu le temps de me remettre dans l'univers Marvel avant qu'arrive House of M et Civil War. Et j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Faut dire que mes derniers souvenirs c'était Onslaught. Alors, bon, je vais pas dire le mal que j'en pense, mais on n'est pas là pour ça. Du coup, j'ai pris une vraie claque à cette époque-là. Aussi parce que j'avais tout le contexte. J'avais repris donc la lecture depuis peut-être 2, 3, 4 ans, je sais pas. Et je suivais pas mal de séries, donc je savais où tout le monde en était. Et j'avais les tie-in, tout ça, vraiment tous les mois, j'avais vraiment tout le contexte. Et pour moi, voilà, c'était vraiment une excellente lecture du moment. Et je pense que depuis, j'ai pas lu mieux chez Marvel, en tout cas.
Je l'ai relu par contre il y a quelques jours pour le podcast et je me suis contenté de lire donc je me suis quasiment contenté de lire les 7 épisodes principaux et là je me suis dit ça va trop vite, c'est pas bon, il y a vraiment des choses qu'on survole trop, ça peut pas marcher comme ça quoi. Donc voilà, mon avis direct c'est que pour vraiment bien lire Civil War on peut pas se contenter des 7 numéros de base. Ok. Ouais, un peu le fléau des events en fait Marvel actuels quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les tie-in à côté pour comprendre pleinement ce qui est en train d'être raconté quoi. Ouais, il y a 10 000 exemples dans le bouquin. Et là, effectivement, c'est un peu le problème. C'est que après, qu'est-ce que je choisis parmi si vraiment je dois tout lire, c'est compliqué. Ça fait un budget quand même. Et si je dois choisir, c'est difficile sans les avoir lus finalement. Donc on tourne un peu en rond à ce et encore, si je peux me permettre d'intervenir, mais par rapport à ce que tu disais, c'est peut-être celui-là encore plus particulièrement par rapport aux événements actuels qui des fois sont quand même plus accessibles et plus autocontenus que celui-là. Je trouve que celui-là pour l'époque est quand même assez difficilement autocontenu par rapport à d'autres aujourd'hui qui finalement suffisent assez bien à eux-mêmes sans trop tomber dans les tie-in non plus. Ouais, sans doute tu as raison, ils ont peut-être retenu un peu au moins la leçon de ce côté-là. Après c'est mon avis, ça dépend de ceux, mais voilà. Disons que Civil War est très très impliqué dans les événements de son époque. Typiquement, ça me paraît être indispensable d'avoir lu les numéros de Straczynski sur Spider-Man juste avant, puisque Speedy est avec Iron Man et on voit déjà plein de préludes en fait à la guerre civile. En fait, on voit que c'est déjà un plan qui est en train de monter Tony dans sa tête. Donc, typiquement, c'est un truc où en fait c'est hyper important dans la construction de la guerre civile en fait. Donc, oui, peut-être en tous les cas. Ça rejoint ce que je pense des events aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment faut les lire avec des tie-in tout le temps, sinon tu n'y comprends pas grand-chose. Merci pour ton avis, Fred. You're welcome. Écoute, Jules, c'est à toi, et puis après j'enchaînerai. Alors, moi déjà sur le contexte, effectivement, je fais partie de ces lecteurs, un peu comme toi, Fred, qui a lu quand il était gosse des trucs, un peu tout ce qui passait sans savoir la continuité, qui s'intéressait un peu à tout et à rien. Et je me suis mis aux comics comme ça, j'ai eu une très très longue période de pause et la vie a fait que je me suis remis et notamment avec la collection Hachette sur la collection Panini Marvel, par Hachette. Et un des premiers que j'ai lu de cette collection-là, c'est Civil War que je n'avais pas lu. Et à l'époque, je me suis pris une très très grosse claque parce que j'ai vraiment adoré le truc. C'est-à-dire que je connaissais du coup, pour avoir lu ici et là beaucoup de choses, mais vraiment très très disparates. Je connaissais les personnages. J'ai eu aucun souci du coup à me remettre dedans sans souci. Je connaissais les personnages et j'ai adoré parce que je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients qu'il fallait pour que j'aime à cette époque-là. J'ai vraiment surkiffé à ce moment-là. Je l'ai relu comme toi pour Fred pour le podcast et je l'ai moins apprécié qu'à l'époque parce que aussi depuis j'ai lu d'autres choses et j'ai du coup d'autres attentes. On n'est clairement pas en ce qui concerne politique, mais je pense qu'on en reparlera bien plus tard sur du Watchmen ou du V pour Vendetta. Enfin, c'est clairement pas du tout là que ça se passe. Mais pour moi, ça marche et ça le fait. Je suis pas d'accord avec vous quand vous disiez tout à l'heure que c'était pas autocontenu parce que justement, moi, je trouvais que ça s'en sortait bien à ce niveau-là. J'ai pas du tout été perdu. Donc à l'époque, encore moins maintenant, mais à l'époque, j'ai pas du tout été perdu. J'irais même plus les quelques répliques qui parlent de choses qui se sont passées ou en parallèle, du coup, te donnent grave envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et tous les events n'arrivent pas à faire ça, je trouve. Et à te donner ce sentiment de « Ah ouais, la vache, attends, qu'est-ce qui s'est passé avec... » Tu vois, tous ces petits trucs-là, ça te donne juste assez pour avoir envie d'aller chercher ailleurs. Et finalement, c'est pas mal à ce niveau-là. Et j'ajouterais juste pour finir, pour moi, c'est un bouquin. C'est une série qui, aujourd'hui, connaissent le MCU, tout ça, sans pour autant lire du comics. Et Dieu sait qu'il y en a, et c'est tellement dommage. Mais je trouve que c'est pour moi, un bon moyen de voir que le comics est quand même meilleur que le film. Et personnellement, je trouve de loin. Et de se mettre le pied à l'étrier. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment pas déconnant de conseiller ça.
Pour finir, je suis en train de voir pour faire un podcast avec ma sœur de 16 ans, qui du coup, elle ne lit pas du tout de comics, et je lui ai fait lire quelques comics, dont un Millard, qu'elle a beaucoup aimé, The Magic Order, puisqu'on en parlait récemment, et qu'elle a kiffé, et elle aime pas trop les super-héros, et je compte lui filer celui-là, parce que je pense qu'il y a les ingrédients pour que ça le fasse, quand t'es pas au fait des comics en fait. Waouh, je suis pas sûr que ce soit une très bonne entrée, mais tu nous diras. Je suis curieux de voir le résultat. Le but du podcast, c'est ça en fait, c'est de lui filer et de voir ses réactions justement, elle qui est complètement à l'écart du truc. Mais moi aussi, je suis du coup très curieux. C'est peut-être une fausse idée que je me fais. Hein. Là, complètement. C'est quand même, comme tu le disais, très manichéen et du coup, je trouve très facile à comprendre et appréhender. Parce que bah voilà, il y a un côté alors qui est apparemment bon et un côté qui est apparemment mauvais. C'est très simple dans sa structure finalement. Ah, je trouve pas ça si manichéen que ça, mais on en reparlera. Mais carrément. Gardons ça pour tout à l'heure, s'il vous plaît. Alors après, du coup, moi, juste pour rebondir, je trouve que ça reste un bon point d'entrée. C'est vrai que du coup, je vais donner mon avis, je vais donner un peu de contexte. Civil War, quand je l'ai lu, ça correspond en fait. J'ai eu 2 périodes en fait où je me suis remis aux comics et ça correspond en fait à la première période, c'est-à-dire la période où je me remets vraiment à fond sur du super-héros. J'avais pas lu beaucoup de comics, j'avais lu essentiellement les premières histoires qui avaient été recompilées en intégrale par Panini de Spider-Man par exemple ou des X-Men et c'était vraiment les seuls premiers points que j'avais en fait quand j'avais du coup 12 ans à ce moment-là et j'avais aussi lu quelques vieux trucs avant mais c'était vraiment les seules bases que j'avais sur l'univers Marvel et du coup Civil War quand je m'y mets je dois avoir 18-19 ans un truc dans le genre et c'est vraiment le moment en fait où je vais lire Civil War et derrière je vais me bouffer des pages et des pages Wikipédia sur les personnages, sur l'univers Marvel pour comprendre quelle était la structure, à quel moment est-ce que Civil War intervient dans le récit, enfin dans l'univers Marvel, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a eu avant, et du coup c'est ce moment où je me mets vraiment à bouffer de la continuité. Enfin voilà, j'ai lu après les Avengers de Bendis, j'ai lu Secret Invasion, j'ai lu le Dark Reign, j'ai lu pas mal de ces gros events là qui sont sortis après Civil War. Donc c'est vrai qu'au niveau du contexte, j'ai un affect assez particulier pour Civil War parce que ça m'a remis vraiment le pied à l'étrier définitivement dans les comics et j'ai vraiment kiffé ce côté continuité, l'univers qui forme un tout, où tout est cohérent, où tout a une place, où il y a différentes pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui se répondent à un moment donné dans un espèce de méga event. Ça m'intéressait énormément et quand j'ai lu Civil War, j'ai kiffé comme beaucoup de monde, je pense, à l'époque. J'ai pas eu de problème de compréhension. Voilà, parce que il y a des trucs qui se passent dedans, je comprenais pas forcément tout, mais après c'était expliqué un peu, donc je me disais ça doit faire partie du récit, donc je m'en battais un peu les steaks, et puis après j'allais sur Wikipédia, j'essayais de creuser un peu, de voir à quoi ça correspondait, je trouvais des réponses et ça me suffisait. Et c'est vrai que du coup là je l'ai relu avant le podcast, ma copine l'avait déjà relu il y a 2 ans et m'avait dit tu vas le relire et tu vas voir, je pense que ça va beaucoup moins te plaire, et mine de rien quand tu connais un peu la structure des comics, tu te rends compte qu'il y a des trous qui sont vraiment faits pour placer des tie-ins dedans et où tu sens que ça va vraiment très très vite par moment quoi, et c'est vraiment, il y a un espèce de rythme un peu précipité à certains endroits, et donc ma copine m'avait vraiment prévenu, c'est vrai que j'y allais un peu reculons sur cette lecture là. Au final ce qui en ressort c'est que ça reste toujours un bon récit d'action parce que je suis d'accord avec Lolo, Mark Millar pour moi c'est le pitcher. Si vous me suivez régulièrement sur lescomics.fr, vous connaissez pas ma haine, mais ma détestation assez profonde de Mark Millar. Je déteste à peu près tout ce qu'il représente. Pour moi, c'est juste un homme d'affaires et c'est tout. C'est un mec qui vend des pitchs à Hollywood et puis il s'en bat les steaks derrière. Magic Order a fait exception récemment. J'en ai été le premier surpris et très agréablement surpris parce que c'était bien. Pour une fois, il y avait des personnages développés et ça m'a changé parce que ça faisait des années que j'avais pas lu un truc de Mark Millar où les personnages étaient développés. Mais Civil War a vraiment 2 problèmes pour moi. Le problème qu'il est très manichéen, on viendra dessus après, et le problème qui creuse absolument mais rien du tout quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets hyper intéressants qui sont abordés dedans, et rien qu'avec la loi de recensement, les limites qui peuvent être infligées à un super-héros et toute la question en fait de la responsabilité derrière, qui est un thème que moi j'aime énormément et qui
qui est pas du tout traité en fait. Enfin, c'est le truc, c'est balayé. Au final, c'est balayé pour faire du bourre-pif. Alors du bourre-pif hyper efficace, grâce à la fois à Mark Millar qui est très généreux quand il s'agit de faire des scènes d'action, parce que là on a vraiment des grosses bastons où on a vraiment tous les super-héros de l'univers Marvel qui se mettent sur la tronche et c'est vraiment super cool et hyper dynamique. Mais voilà, en même temps, ça manque de profondeur, ça manque de psychologie dans les personnages. Et il me manque à chaque fois quelque chose pour vraiment m'accrocher à fond dans ce récit-là. Alors ça joue certainement parce que j'ai lu d'autres trucs dans les comics de manière générale. J'ai lu des trucs qui sont aujourd'hui un peu plus creusés à certains égards. Mais ouais, la relecture m'a vraiment vraiment déçu et en fait j'ai retrouvé tous les défauts que j'aime pas chez Mark Millar. Donc ça fait partie des problèmes. Donc on va en reparler plus en détail dans la partie spoil. Mais c'est vrai que j'ai une certaine déception vis-à-vis de Civil War maintenant. Je pense qu'à l'époque c'était hyper efficace, mais je pense qu'aujourd'hui ça a du mal à passer pour plein de raisons qui sont certainement dues au style de Mark Millar et puis au fait que ça a beaucoup évolué aujourd'hui dans les comics malgré tout. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette partie sans spoil ? Moi, juste ajouter qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce point-là et que c'est pour ça que je parlais de ma sœur et je parlais de moi n'ayant pas beaucoup à l'époque de culture comics. Et alors, j'en ai pas non plus de ouf maintenant. Enfin, je veux dire, je me construis comme tout le monde, mais j'en ai forcément beaucoup plus que ce que j'en avais à l'époque. Et je pense que ce titre marchait avec moi à l'époque pour ça. Effectivement, la relecture, même si je suis loin d'avoir détesté la relecture et ça n'a pas du tout été un mauvais moment pour moi, effectivement, je suis quand même resté sur ma faim et je comprends pourquoi à l'époque je ne suis pas resté sur ma faim, en fait. Et effectivement, je pense que c'est aussi notre bagage, que ce soit culturel ou du vécu ou nos lectures passées, qui font qu'on ne le considère pas comme on a pu le considérer. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une différence entre ce qu'on a pu ressentir à l'époque et ce qu'on peut ressentir maintenant. C'est vrai que c'est un décalage assez intéressant. Et finalement, c'est là où c'est intéressant de revenir un peu sur des comics, mine de rien, qui sont sortis il y a maintenant quelques années, de revenir un peu dessus avec du recul et du bagage. Ça peut être je pense que ça peut être hyper enrichissant. Écoutez, messieurs, merci pour vos avis, merci pour cette partie sans spoiler. Vous avez parfaitement respecté le contrat. Nous n'avons rien pipé de cette histoire. Nous avons été muets comme des tombes, c'est très très bien. Mais maintenant, il est l'heure d'attaquer la partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas lu Civil War, fuyez. Si vous avez lu Civil War, restez évidemment. Je ne vais pas vous dire de fuir quand même. Continuez à écouter nos belles voix. Du coup, on va vraiment passer cette fois à s'attaquer au nœud de ce qu'est Civil War. Quels sont les défauts qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit dans les thèmes ou dans la narration ou même dans les dessins. Ça me paraît être les trois axes fondamentaux. J'aimerais qu'on commence par les thèmes. On en a tous plus ou moins parlé. Je crois qu'à part Fred, on a tous plus ou moins dit que c'était qu'on trouvait ça assez manichéen dans le traitement. Peut-être revenir là-dessus du coup en premier lieu, si ça vous va. Ouais. Est-ce que vous voulez que je commence, comme ça je mets les pieds dans le plat direct? Je décharge mon camion de sel et puis comme ça après on va débattre. Je trouve vraiment que Civil War est manichéen mais de dingue parce que il y a une réplique en fait vers la fin que Doctor Strange dit à Uatu. Alors Doctor Strange dans le comics il participe vraiment à aucun combat, il participe à rien et il explique à Uatu que pour lui cette guerre civile en gros n'a pas de sens parce que tout n'est qu'une affaire de point de vue et qu'il n'y a pas de camp du bien ou de camp du mal. Et je trouve que cette phrase de Doctor Strange est d'une connerie assez affligeante dans le contexte du comics où on a un Tony Stark, Iron Man, qui, dès le 3e numéro, je crois, embauche des super vilains pour du coup aller capturer les super-héros qui ne veulent pas se faire recenser, qui sont donc du côté du camp de Captain America. Je trouve que rien qu'avec ça, déjà Tony Stark plonge dans le mal absolu. Enfin, c'est-à-dire que le mec a plus aucun scrupule, quoi. Il utilise les Thunderbolts, donc des super vilains. Il y a Venom dedans. Tu sais, Fred, qui est le Venom? C'est McGargan. Ouais, je décharge mon camion de sel et puis comme ça après on va débattre. Du coup,
D'accord, ah oui, du coup, ouais, bien vénère le Venom, quoi. Donc voilà, enfin, les Thunderbolts, c'est quand même une équipe de super criminels et Stark n'a absolument aucun scrupule à les utiliser. Et je trouve qu'à ce moment-là, il bascule vraiment dans le camp du mal. Alors que de l'autre côté, on va avoir Captain America qui, eh bien, le Punisher s'impose un peu dans son équipe. Et à un moment donné, il va buter deux criminels qui viennent se pointer, qui viennent dire à Captain America, puisque Tony il embauche des super criminels, bah nous aussi on va venir dans le camp de ceux qui sont contre le recensement des super, et puis on va venir vous aider. Le Punisher les abat de sang-froid. Steve, Captain America, casse la figure du Punisher et l'éjecte en gros. Donc le Punisher a été là pendant un numéro et quelques bouts de pages dans un autre numéro. Et donc je trouve que en fait, dès ce moment-là, donc ça arrive, je crois que c'est vers le 4e ou 5e numéro, et dès ce moment-là, en fait, on comprend vraiment que c'est purement, c'est un pur manichéisme en fait. Et je trouve que la baston de fin, par exemple, ne fait qu'enfoncer le clou là-dessus. C'est-à-dire que le seul en fait qui prend conscience de quoi que ce soit, c'est Captain America. C'est lui qui se rend compte qu'en fait leur guerre civile c'est juste deux égos qui sont en train de s'entre-déchirer, de s'entre-bouffer entre lui et Tony, et c'est lui qui va prendre la décision d'arrêter le combat, le renforçant dans cette stature de figure du bien, de cette figure de droiture morale qu'est forcément Captain America dans l'univers Marvel, hein. Ça je dis pas le contraire, c'est juste que je trouve que Tony Stark est intéressant quand il est moralement ambigu, sauf que là il est pas moralement ambigu, il est moralement pourri, donc ça me pose du coup énormément de soucis de ce côté-là. Voilà, j'ai déchargé mon sel. Alors si je peux continuer, du coup, je pense que je pense qu'il y a pour moi, il y a, alors je vais dire vous confondez, c'est peut-être pas le mot est peut-être un peu fort, mais je pense qu'il faut faire distinction entre la méthode qu'ils utilisent et leur but. On est d'accord, Iron Man a des méthodes de pourri, clairement, à tous les niveaux. Après, je pense pas qu'il soit dénué de sentiments ou d'empathie. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé un petit peu de Myriam Sharp. Voilà, je pense qu'il se sent vraiment un devoir. Donc après qu'il déborde, comment dirais-je, sur la limite pour aller au bout de sa mission, de ce qu'il estime être sa mission à ce moment-là, ça me semble pas déconnant, justement, vu le personnage, vu ce qu'on connaît déjà de son passé, etc. Donc oui, il bascule, mais je pense que dans sa tête, c'est toujours clair que c'est pour le bien, quoi. C'est pour ça que je trouve pas ça si manichéen. Et quand par là-dessus, on sait les prédictions qu'il a pu faire lui, en tout cas l'instinct qu'il a eu, plus les calculs qu'ont fait Reed Richards, et qu'il a dit si on passe pas par cette loi, c'est la fin du monde. Pour moi, bah voilà, c'est logique qu'il continue sur cette voie-là et qu'il mette tout ce qu'il a à disposition. Y compris se mettre à dos son pote quasiment toujours, Captain America, y compris embaucher les super vilains, pour arriver à ça, parce que pour lui, c'est la seule solution, quoi. En fait, moi, si tu veux, le coup du manichéisme, du coup, c'est qu'effectivement, il y a deux camps qui s'affrontent, et ce serait très bizarre de dire qu'il y a un camp du bien et un camp du mal, mais à partir du moment où tu te colles à un des deux camps, ça devient forcément ton camp du bien et le camp du mal. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est en ce sens-là où je disais que c'était manichéen. Effectivement, après, moi, je serais nuancé sur le fait qu'il y ait justement un camp du bien et un camp du mal. Quand tu parles, Grincheux, de Captain America, il finit par recruter Punisher. Donc, il prend finalement une mauvaise décision. Tout le monde ne le veut pas. Et lui, finalement, il le prend dans son équipe. Il lui donne du taf, quoi. Et sur les deux que le Punisher tue, je me souviens plus de leur prénom, c'est des méchants de seconde zone. Comment ? Il n'était pas contre, hein. Si Punisher intervient pas, je serais pas forcément étonné qu'ils les prennent pas aussi, tu vois. Du coup, non, parce que justement, Steve à ce moment-là, il est dans cette position où il va les envoyer péter, en fait, ces deux super criminels-là, parce qu'il le dit juste avant, il veut pas de super criminels dans son équipe. Ouais, mais donc je trouvais que ça restait un peu en suspens, justement, parce que le Punisher arrive et défonce tout, mais oui, non, mais après, il y a de ça, c'est sûr, mais... Et c'est pareil sur la fin avec... quand tu parlais de... qui se rend compte que c'est juste une lutte d'ego entre deux personnes, machin. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. C'est-à-dire que il se rend surtout compte qu'il se bat pour la population, pour le peuple, et c'est le peuple qui l'empêche de se battre. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, des civils, qui l'empoignent pour qu'il arrête de se battre, quoi.
et il se rend compte que la population lui demande d'arrêter de se battre alors que lui il pense faire le bien et se battre pour elle en fait. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il lâche les armes. Et même si forcément qu'il y a une lutte d'ego parce que c'est Tony Stark et c'est Captain America, mais je pense il arrête par rapport à ça parce qu'il se rend compte que sa lutte est vaine. Il se bat pour quelqu'un quelqu'un au pluriel du coup, quelqu'un qui veut plus de lui finalement. Lolo, tu as quelque chose à ajouter? Non, mais je pense que c'est un point de vue qui se défend là-dessus sur le retournement de Captain quand le peuple en fait lui fait comprendre que finalement son combat est mauvais. Le problème que j'ai, c'est que pour moi, cette partie-là, le fait qu'il renonce et qu'il réalise en fait ce qui se passe et l'ampleur du gâchis qui s'est mis en place, c'est que en fait ce problème-là, c'est que ça intervient dans le dernier chapitre en fait. Et c'est que toute cette partie intéressante de remise en question, de se rendre compte que finalement le problème est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qu'il n'y a pas forcément censé avoir un bon et un mauvais, ça intervient dans les dernières pages et c'est complètement rushé. Et que les 6 premiers chapitres, ça reste du gros foussage de bons bourre-pif à l'américaine. Alors certes très impressionnant, mais finalement sans réelle profondeur en fait. Et cette profondeur qui est justement intéressante et qui montre le recul de Captain America, ça intervient pour moi beaucoup, beaucoup trop tard et c'est survolé et rushé sur la fin après l'étalage de muscles, quoi. C'est plus ça. Alors je suis d'accord le fait qu'il y ait justement ça et que ça enlève le côté manichéen, mais le côté manichéen pour moi il disparaît vraiment qu'à la fin, quoi. Et c'est un peu ça le problème du récit, c'est un mauvais équilibrage. Alors c'est un reproche qui avait été fait déjà à l'époque, c'est que la vraie conclusion, le vrai épilogue, il est dans le numéro suivant de Captain America qui se termine, spoiler, par la mort de ce dernier. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est un des soucis de toute façon. Là, c'est un souci je pense, de structure plus générale à la fois peut-être de Marvel et aussi d'Ed Brubaker Baker qui de toute façon dans son plan avait comme objectif de liquider Captain America, enfin Steve Rogers en tous les cas. Donc je pense que plus globalement oui, c'est peut-être lié à un problème à la fois de structure de Civil War, peut-être aussi du coup de conflit d'intérêts entre 2 auteurs, 2 artistes et forcément 2 séries. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé du coup, c'est vrai que moi je parle beaucoup du manichéisme. Il y a un point quand même qui est assez, qui pourrait être intéressant, c'est le personnage de Speedy qui au début du récit est dans le camp de Tony. Ça on le voit dans la série de Straczynski sur Spider-Man. Donc on le voit aux côtés de Tony avec Tony qui lui file l'Iron Spider, cette armure rouge et en couleur d'Iron Man quoi, qui est absolument immonde à mon avis, mais bon, ça c'est mon avis perso. Et au milieu du récit, c'est vrai qu'il y a un gros truc qui se passe et Speedy décide de changer de camp en fait, de revenir dans le camp de Captain America. Est-ce que vous pensez que Speedy incarne un peu le gris dans Civil War ou pas du tout? Alors, je pense que c'est lui en tout cas qui représente mieux ce changement de camp, c'est le plus notable. Parce qu'il y en a d'autres, on peut parler de Sue Storm qui va aller aussi du côté de Cap avec Johnny. Il y en a certains autres qui vont quitter les rebelles pour aller du côté d'Iron Man. Effectivement, surtout quand on a le contexte d'avant tous les numéros de New Avengers où on voit effectivement la relation qui se met en place entre Tony et Peter, cette façon qu'il le prend sous son aile, où il le pousse un petit peu à se servir de ses dons scientifiques plutôt qu'à taper, etc. Et sans oublier le moment où il dévoile son identité pour soutenir l'action de Tony. Le voir switcher derrière, forcément, c'est fort. Oui. Moi, le côté Spidey, du coup, je trouve que... C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 sortes de personnes. Ceux qui s'attachent au camp d'Iron Man, ceux qui s'attachent au camp de Captain America, et ceux qui s'attachent et s'identifient au personnage de Spidey depuis des années, et qui du coup vont le suivre dans cette histoire, et justement balancer de l'un à l'autre. Je trouve que Spidey, il est là pour les gens qui savent pas qui choisir, en fait. Pour le coup, moi, je trouvais ça plutôt intelligent, justement, d'en faire un personnage gris, et qui ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Il est logique qu'il se rallie du côté d'Iron Man. Moi, je me souviens de la stupéfaction que j'ai eue quand il a retiré son masque pour montrer que c'était lui, quoi. J'ai juste halluciné parce que justement, et ils le disent bien dans le récit, il y a un moment donné, il y en a, je sais plus, c'est Cage qui dit à un autre, c'est bien joué de la part de Tony parce que c'est quelqu'un qui d'autant plus voulait cacher son identité et ne voulait pas la révéler. Et donc c'est un message fort. Et je trouve que effectivement, c'est aussi un message fort de la part du scénariste d'utiliser ce personnage pour dévoiler son identité en fait. Après moi, de mon point de vue,
Déjà, si on pense que Spider-Man, c'est quand même le personnage de Marvel le plus emblématique, celui qui parle quand même le plus aux gens, hein. La petite araignée du quartier, ça reste quand même un personnage qui parle à tout le monde, qu'on a au moins tous vu en dessin animé, et c'est, je pense, un des premiers qui vient à la tête des gens si on leur demande. Et justement, je trouve intéressant le fait qu'il ait ce rôle un peu au milieu, de changer de camp, etc. Mais moi, je me demande si j'aurais pas préféré le voir, pas en observateur extérieur, mais justement le voir hésiter vraiment à se dire, j'ai un côté Tony a raison, de l'autre Captain a raison, et limite de le voir aider un temps, un camp, etc. pour éviter justement qu'il y ait trop de morts ou de blessés graves et essayer en fait un peu de réparer les pots cassés et contenir un peu comme il peut, comme la petite araignée du quartier, les choses en fait. Plutôt que de le voir basculer d'un camp, ça fait vraiment pareil. Spidey, finalement, il a choisi Captain, donc c'est plus Captain qui a raison. Ça impose un peu au lecteur un choix, au lieu de le voir justement dire, mais attendez, peut-être que lui a un peu raison, lui aussi, il y a des choses à faire des deux côtés. Et là, je trouve que ça impose un peu un choix au lecteur. En fait, Captain America avait raison et Tony avait tort. Mais c'est mon point de vue. Ça reste mon point de vue. Ah non, mais il est carrément défendable. Et puis, alors après, tu vois, alors c'est très bizarre de parler, le truc est scénarisé, donc forcément que c'est prévu. Ouais. Je veux dire, Spidey rejoint le camp de Captain America parce qu'il s'est fait défoncer la gueule par des gens de chez Tony, en fait. Non, pardon. Il change de camp parce qu'il s'aperçoit de ce qu'il est en train de faire Tony avec la prison dans la zone négative, etc. Ouais, et puis il y a la mort d'un personnage aussi. Autant il peut être d'accord, on va dire au début en tout cas sur les buts, et autant par contre il n'est pas d'accord sur la méthode. C'est là où il va différencier de Tony Stark. C'est pour lui, voilà, il y a pas toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour arriver à son but. Et à ce moment-là qu'il va switcher. Après il s'en va et il se fait courser. Mais c'est une conséquence. C'est pas ça qu'il fait. Non, mais complètement. Mais je ne sais pas s'il allait chez Captain. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, justement, il était dans ce côté je me casse, ça devient vraiment glauque. Il se fait défoncer et du coup, il est récupéré par Captain. Le Punisher le récupère et le ramène chez Captain. Ouais. C'était plus dans ce sens-là, effectivement. D'accord, oui, savoir est-ce que si Punisher l'avait pas récupéré, il serait allé chez Captain? Yes, ok, je vois. Bah, disons qu'en fait, Speedy, au moment où c'est vrai qu'il y a le clone de Thor qui intervient et qui va tuer le personnage de Goliath. Ouais. Et c'est l'élément déclencheur pour Speedy, mais en fait il y a d'autres éléments qui sont, cette fois c'est ça qui est un peu chiant en fait avec Civil War, c'est là où je pense qu'il y a des trous en fait de compréhension, c'est qu'en fait tout le cheminement psychologique de Speedy, il est dans les tie-in Civil War de la série Spider-Man, ce qui est logique en même temps, enfin c'est une série Spider-Man, si tu veux voir du Spider-Man, tu lis la série Spider-Man, mais c'est aussi là où il y a peut-être un des problèmes de Civil War, c'est-à-dire que ça va parfois trop vite et ça s'attarde peut-être pas assez sur la psychologie des personnages. Spider-Man, ça aurait pu être vraiment peut-être pas forcément cet observateur, parce que c'est intéressant à mon avis qu'il switch d'un camp à l'autre, parce qu'au final, Peter, il est autant attaché à ce que représente Tony Stark et Reed Richards, donc les deux vraiment des esprits scientifiques, des esprits brillants, des personnages pragmatiques mais qui ont quand même une certaine éthique à la base. Et ce qu'est Steve, c'est-à-dire vraiment l'incarnation, la liberté, mais aussi la liberté totale, c'est-à-dire cette volonté de s'émanciper de n'importe quel pouvoir en fait et de n'obéir qu'à son propre code de conduite et de s'imposer ses propres règles tout le temps. Donc il est intéressant pour ça, Spider-Man, parce que c'est normal qu'il switche d'un camp à l'autre, puisqu'il finalement il incarne, en tous les cas, il est un peu le fils spirituel de ces deux grandes figures de l'univers Marvel. Alors, c'est trois grandes figures de l'univers Marvel pour le coup, mais c'est un peu précipité en fait, c'est-à-dire qu'il y a la mort de Goliath, on comprend que ça a fait péter un câble définitif à Peter, et c'est vrai que du coup, c'est là aussi où je trouve que ça devient manichéen, c'est-à-dire que Tony, il va même pas essayer de discuter ou d'essayer de comprendre la décision de Speedy. Tout de suite, la première chose qu'il fait, c'est foutre sur la tronche de Peter. Et limite il lui explose la tête quoi. Donc et puis il lui envoie plein de méchants, il lui envoie Jack O'Lantern à la tronche, qui est un des membres du coup des Thunderbolts. Donc c'est là où je trouve que vraiment ça, au lieu de donner plus de perspective et plus de réflexion sur les actions des personnages et de nuancer en disant mais Tony il est persuadé qu'il fait le bien. Ouais, ça je suis d'accord, il est persuadé qu'il fait le bien, il utilise des méthodes de merde et en plus la narration ne fait que renforcer le fait qu'il est moralement hyper répréhensible en fait. C'est plus ça en fait qui me dérange. C'est qu'au lieu de vraiment de mettre des nuances de gris et d'essayer de nous dire ouais mais regardez Tony, malgré tout ce qu'il essaie de faire, encadrer les super-héros avec cette loi, tenter de les responsabiliser, de leur donner vraiment un cadre de responsabilité, c'est peut-être un peu trop facilement évacué
avec des actes qui sont éthiquement et moralement répréhensibles. Embaucher des super criminels, défoncer la tête de Speedy, alors que Speedy c'est quand même un des personnages emblématiques et comme tu le dis Lolo, c'est le personnage hyper sympa de l'univers Marvel. Donc c'est peut-être un peu problématique et ça fait que à mon avis renforcer le côté hyper manichéen et le fait que Steve le récupère, le câline un peu, enfin voilà, soit super sympa avec lui. Voilà, enfin je trouve qu'en fait ça fait que renforcer le gouffre dans lequel Tony est en train de plonger, sachant qu'il est quand même bien aidé derrière aussi par le personnage de Maria Hill. Maria Hill qui est présentée comme une connasse de première dans tout le récit quoi. Supportable là-dedans. Ah ouais, putain. Le problème, c'est que Miller n'a aucune once de finesse, je pense. Et que autant parfois ça marche bien, autant dès l'instant où on veut un peu de gris, comme tu dis, je pense difficilement qu'on puisse compter sur Miller, parce qu'il me semble pas avoir lu quelque chose de lui où je me disais, c'est quand même un peu plus subtil que ça. C'est blanc ou noir, mais le mélange pas possible. Donc, ça dépend, parce que je trouve que les Ultimates, justement, il a pas Ultimates, oui, c'est vrai. Voilà, il y a des nuances de gris avec les personnages de Captain, qui est un vrai fachou pour le coup, les personnages de Hank et de Jane aussi. Je trouve qu'il y a quand même même le personnage de Bruce Banner, il y a quand même des nuances de gris, il y a des points de vue psychologiques qui sont intéressants. Mais peut-être aussi parce que du coup, dans Ultimate, Mark Millar, c'était le lancement du label de l'univers Ultimate. Les auteurs avaient quand même une liberté, je crois, totale à l'époque. Et forcément, quand tu reviens dans l'univers 616, t'es beaucoup plus encadré, beaucoup plus verrouillé. Donc forcément, il y a peut-être ça qui joue, je pense. Oui, Miller m'a laissé quand même quelques fortes impressions sur certains récits. C'est vrai que Ultimate, c'est Magic Order, etc. Mais très majoritairement, c'est quand même pas quelqu'un pour moi qui a une plume délicate, si j'ose dire. Ah ben non, enfin Chrononaut à ce niveau-là, c'en est l'incarnation la plus fabuleuse. Enfin, je veux dire, Chrononaut, c'est quand même l'apogée de la débilité, de la stupidité et de la beaufitude. Enfin, c'est du racisme décomplexé à tous les niveaux. Enfin, c'est d'une connerie assez aberrante, Chrononos. Mais parce que Mark Millar, je pense, ne fait que ce qui lui plaît, ce qui peut plaire le plus efficacement au public. C'est peut-être là où le bas blesse, en fait. Pour le coup, je l'ai pas lu, ça m'a pas donné envie de le lire. Non, mais Chrononauts, là. Ah non, mais ne lis pas Chrononauts, c'est une affreuse merde. J'en ai parlé dans la saison 2 du Top des Comics. D'accord. C'était assez. Enfin, vraiment, quand je l'ai lu, j'ai eu envie de me foutre la tête dans un morceau de bois. Donc. Bon, après, t'as une offre à 10 € dans pas longtemps. Bon, après, c'est. Ah ouais? Ouais, ils font une offre à 10 € pour la sortie du tome 2. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai, en juillet, je crois. Mais même à 10 €, l'achetez pas. Ouais, mais il y a Sean Murphy quand même. Sean Murphy, quoi. Attends. Oui. Est-ce que vous pensez que le switch de Spider-Man a été fait pour aiguiller notre attention de lecteur et nous faire switcher nous aussi si au début on avait pu être pour Iron Man, peut-être certains l'étaient. Est-ce que vous pensez que c'était pour orienter le choix des lecteurs à partir de ce moment-là pour que tout le monde se retrouve dans le camp de Captain America sur la fin? Pour moi, oui. Ça c'est. Ouais, je pense aussi. Ouais, clairement, oui. Pour moi, pour toutes les raisons que j'ai invoquées, clairement, oui. Et après, c'est pour ça que ça fait que renforcer le manichéisme de l'histoire pour moi. Ouais. C'est effectivement des grosses ficelles. Après, la volonté de faire basculer d'un camp à un autre et de pas rester tout le temps dans le même, c'est pas déconnant en soi. Après, c'est vrai que quand on fait les comptes, le Tony Stark, je crois qu'il tend 2 fois un piège, mais genre bien comme il faut à Captain. Et effectivement, comme tu le dis, il fait défoncer la tronche de Spidey. Quand il se bat la première fois, parce qu'il y a 2 confrontations avec Captain, il lui défonce la tête, quoi. Enfin, j'ai souvenir d'un Captain assis en train de parler à ses troupes avec la jambe dans un truc jambe dans le plâtre, avec une tête ravagée, quoi. Le mec effectivement déjà est machiavélique parce que il arrive à piéger et à bien piéger quelqu'un qu'il connaît et quelqu'un qui est censé être son ami, qui plus est. Et puis il retient pas ses coups, quoi. Quand il tape, hein. C'est pas juste pour il arrête pas. C'est ça le truc, c'est qu'il arrête pas de dire toute la première partie du récit. On fait, allez, suivez-nous, tout aurait bien se passé. Bon, allez, fais pas l'enfant, machin. Mais quand il tape, c'est pas une claquette, quoi. Il y va pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre. Disons qu'il a une armure pour l'aider, quoi. Puis à ce moment-là, dans la première baston, il a le clone aussi de Thor qui fout sacrément bien le bordel, quoi. Sûr. Mais là, je parlais juste de Captain. Moi, j'ai halluciné, quoi. Je m'attendais pas. D'ailleurs, j'ai une question au niveau du dessin, si vous me le permettez. Donc, je l'avais lu une première fois. Entre-temps, il y a eu le film.
du coup, on a beaucoup vu d'imagerie autour de Civil War et autour du comics notamment. Et il y a ce fameux plan où ils sont sur des montagnes de rochers et de cadavres, il me semble. Ouais, et tu sais, le rayon qui va sur le bouclier et qui étincelle, du coup, je m'attendais à le revoir à la relecture et je l'ai pas vu. Du coup, est-ce qu'il existe dans tout le Civil War ? Ou c'est juste, je sais pas, une couve ou... Mais il me semble que c'était une planche promo qui avait été dessinée par McNiven. Couverture, moi, je pense que c'est une image promo de cover, il me semble. D'accord. Ouais, j'en suis quasiment persuadé, ouais. Ouais, c'est celle du chapitre 7, en fait. C'est ça, c'est le chapitre 7, ouais. Ok. Ok. Oui, mais je me posais la même question que toi, Jules, tu vois, donc tu fais très très bien de l'aborder, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'avais cette question-là en tête. Je voulais juste revenir, du coup, c'est vrai que t'as parlé du personnage de Sue, de Jane, je sais jamais comment ça s'appelle en VF, en VO, c'est un vrai bazar, les 4 fantastiques. Là, c'est Jane, ouais. Jane en français, Sue en... Ouais, voilà, bon, on l'a appelé Sue parce que... Enfin bref, traduction. Non, mais moi, quand je l'ai relu, je me suis dit Jane, mais comme quoi. Et je lis pas de VO, tu vois, donc... Non, mais c'est comme Red, enfin, Red, ouais. C'est une couleur, c'est pas un prénom. C'est un personnage de Stan Lee, donc elle a la même initiale sous Storm SS, tu vois. Merci de ce rappel, c'est vrai que bon moyen mémotechnique pour que je m'en rappelle. Merci Fred. Merci. Du coup, tu parlais de Sue, Jules. Je trouve que Sue, elle incarne mieux le gris de l'univers que Spitty, par exemple. Je trouve que ses choix pour basculer d'un camp à l'autre sont beaucoup plus intelligibles en tous les cas. Tout à fait. Et il me parle plus en fait que par exemple le choix de Speedy qui est narrativement un peu, je trouve, précipité et fait avec vraiment des gros sabots. Je trouve que le personnage de Sue, c'est un des rares dans le récit qui surnage un peu comme étant alors je sais pas si psychologiquement bien écrit c'est le bon terme, mais au moins un peu plus approfondi que les autres, quoi. J'ai peut-être une explication là-dessus en fait, et c'est ce que alors peut-être qu'elle est fausse, hein, je sais pas, mais en tout cas mon interprétation du truc, c'est qu'effectivement quand tu es plus dans l'adolescence, tu t'identifies beaucoup plus aux décisions et à l'impulsivité et à l'attachement au mentor de Spidey, alors que quand tu es adulte, tu as plus des décisions d'adulte, de couple, de comment tu vas réagir par rapport à l'autre et à ton couple. Est-ce que tu dois te séparer de la personne parce que tu n'es pas d'accord avec ? Est-ce que tu dois revenir, quitte à courber les chines, quoi ? Voilà, et en admettant que tu as tort, je veux dire, la fin, elle est super poignante, et je trouve qu'elle est effectivement... Je ne sais pas si c'est plus intelligemment fait que pour Spidey, mais je trouve qu'en tout cas, ça ne s'adresse pas au même public. Je pense que, pour moi, ces deux personnages gris, c'est juste qui servent pas au même public, voilà. Ouais, c'est pas fou hein, ce que tu dis. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais en effet, c'est vrai que c'est assez parlant, en tous les cas, comme interprétation. En fait, j'aurais plus vu Spidey plus proche de ce qui se passe avec Sue, en fait. Ouais, justement, c'est plus ça que j'attendais de lui, parce que c'est vrai que elle est plus, c'est plus logique en fait, et plus fluide. Ses réactions, elle réagit comme une femme, comme une mère, qui est perdue un peu au milieu de tout ça et qui se retrouve pas, quoi. Et c'est un peu pas assez creusé, quoi. Et puis ces enfants, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu les laisses du coup parce que tu sais que tu vas être une fugitive, tout ça ? Et quand je parlais de claque tout à l'heure avec la déclaration de Spidey qui montre son visage, machin, je me souvenais plus du tout. C'est vous dire aussi le poids des années et de l'âge avançant, le fait d'avoir des enfants, d'avoir une femme, tout ça. Effectivement, je m'identifiais beaucoup plus à Sue et je me souvenais plus du tout qu'il y avait ce truc-là avec Sue, quoi. Ça m'a beaucoup plus touché lors de la deuxième lecture. Ouais. Il y a aussi un truc, je trouve, narrativement, en tous les cas, c'est que j'ai tendance à trouver que Mark Millar met plus fréquemment en avant, en tous les cas, les décisions de Sue. Typiquement, à la fin, on a toute une séquence en case façon voix off, où Sue explique ses raisons pour larguer Reed et se barrer. Enfin, je pense qu'il y a plus aussi en tous les cas, de justifications écrites et qui sont peut-être plus facilement intelligibles et étalées sur plus de pages pour le personnage de Sue que pour le personnage de Peter. Je sais pas si c'est forcément, je reviens un peu sur ce que tu disais, je sais pas si c'est forcément une question que d'âge de lecteur et du coup d'attachement à d'autres choses. Après, ça peut par contre expliquer pourquoi est-ce qu'on a bien aimé il y a quelques années et pourquoi est-ce que maintenant, quand on le relit, on se dit ouais, bon, c'est quand même pas non plus un truc de dingue. Bah, tu sens que c'est plus... lui, c'est vraiment sur l'impulsivité et par rapport à l'affect. Alors qu'elle, c'est vraiment
intelligent, réfléchi. Chaque décision, elle la prend en toute connaissance de cause. D'ailleurs, dans la lettre qu'elle lui laisse, elle lui dit que, en gros, c'est pas une décision qu'elle prend à la légère, qu'elle laisse ses enfants avec lui parce que il pourrait pas suivre une fugitive. Et lui, c'est très bien qu'elle laisserait pas ses enfants comme ça non plus. Et elle lui dit aussi qu'elle n'est pas forcément contre avec ses idées et avec ce qu'il défend. Et moi, j'ai en tout cas eu l'impression qu'elle respectait ça. C'est juste qu'elle n'était pas d'accord avec lui, quoi. Moi, je mettais ça aussi sur le fait qu'effectivement, il y en a un impulsif et l'autre réfléchi et posé, en tout cas. Posé le pour et le contre. Alors que l'autre va plus à l'affect, quoi. Là, pour moi, elle est un peu plus dans le gris, c'est que Reed, elle ne le quitte pas. Elle lui écrit dans la lettre qu'elle lui écrit, elle dit « Je ne te quitte pas, je t'aime toujours. Simplement, je ne peux pas te suivre là où tu vas. Donc, je vais faire ce que j'estime devoir faire. Et surtout, voilà, ce qui m'a marqué, c'est que je compte sur toi, sur ton génie, pour résoudre la situation. » C'est ça, ouais. Ça, c'est chouette, ça. Ouais. Et c'est la grande force des QF, quoi. C'est vraiment ce côté familial et la relation des personnages est de base excellente, quoi. Entre les enfants, les Storm et tout ça, ça se prêtait. Je trouve qu'ils sont bien utilisés parce que ça se prêtait vraiment bien à ça dans le récit, quoi. Ça reste un groupe de personnages vraiment très attachants, quoi. Et je trouve qu'un des meilleurs exemples pour ça, par rapport à ce que tu dis, c'est Ben. Ben, il dit rien et pourtant tu sais qu'à un moment donné, il va la rejoindre, c'est obligé. Et moi, ça, j'ai trouvé ça ouf parce que il dit rien, je crois que tu le vois et il la regarde partir. Et tu sais qu'il la rejoindra à un moment ou un autre, quoi. Longtemps après, quand même. Oui, non, bien sûr, tout à fait. À la fin, quand c'est le gros bordel, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. En fait, c'est ça le principal problème, quoi, de toute façon. C'est cette notion du rythme et de la part belle à l'action au détriment du reste. En fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé, je pense, c'est que à aucun moment, j'ai l'impression que le récit m'a laissé la liberté de choisir un camp et notamment d'aimer la prise de position de Tony. Parce que vu tout ce qu'il fait à côté, tu peux pas te dire il a quand même raison là-dessus, le contrôle. On peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des vies d'innocents. On peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Mais avec ces agissements de mec despotique et complètement aberrant, on peut pas se dire il a raison. Et c'est ça qui me gêne en fait. C'est que Civil War pour moi, c'est que ça a impliqué le lecteur de se dire il y a ce côté-là qui est intéressant et l'autre aussi. Mais à aucun moment on me laisse la possibilité de dire moi je serais pour Tony Stark. Ça manquait un peu de subtilité, on est d'accord. Voilà, je trouve que c'est plus ça qui m'a gêné, quoi. Surtout que c'était un peu tout le discours promo, c'était choose your side, choisissez votre camp, mais en fait, tu choisis pas ton camp. Est-ce que t'es un dictateur coréen ou est-ce que t'es quelqu'un d'humain, quoi, au final? C'est un peu le seul choix de Marvel, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, tu fais bien de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu c'est le deuxième aspect que je voulais aborder. C'est que malgré tout, le thème du comics, il est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire, est-ce que, il est génial, quoi. Enfin, est-ce que les super-héros ont pas quand même besoin un peu d'être encadrés à un moment donné, tu vois? Enfin, c'est tout un truc qui est quand même, c'est un discours qui est hyper intéressant. Après, le débat, c'est pas de revenir sur le film, parce qu'il a ses forces et ses faiblesses, mais je trouve que dans le film, en revanche, juste sur du point de vue de Tony Stark, il est expliqué plus posément et c'est plus facile d'adhérer à son point de vue que dans le comics, quoi, étonnamment. Il fait un peu moins l'ordure aussi. Donc... Voilà, on sent le touché, trahi, se dit mince, il y a des choses horribles qui se passent, on voit le mec physiquement et mentalement vraiment sincère dans ce qu'il dit. Alors que là, j'ai pas du tout du moins peu l'impression dans le comics. Je pense que dans le film, ce qui contribue, c'est que c'est un gars de son équipe qui prend cher, en fait. Tu vois, c'est Rhodes qui finalement tombe au combat. Alors que là, c'est un gars de l'équipe de Captain, si je ne m'abuse, Goliath. Ouais. Ça intervient plus tard quand même, il me semble, la chute de Rhodes. Ouais, mais ça intervient un peu tard par rapport à la guerre civile. C'est surtout dans le film, c'est vraiment, ils reprennent un peu ce personnage justement de la mère, c'est-à-dire qu'ils rejoignent vraiment ce qui s'est passé à la fin de l'ère d'Ultron, où il y a eu des blessés, et et il y a une des mères d'un des gamins qui s'est fait tuer là. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est pas un soldat. Non, c'est un gamin qui était là. C'était un étudiant brillant qui en fait a fait son Erasmus, je sais pas quoi, qui s'est fait buter pendant Ultron, quoi. Voilà, et c'est ça en fait qui pose vraiment les premières étapes de la réflexion de Tony. Et forcément, humainement, c'est un peu plus compréhensible. Puis il emploie pas des criminels, il fait pas ressusciter il n'utilise pas un clone de Thor. Enfin, il a pas des méthodes éthiques complètement aberrantes en fait dans le film Civil War. Donc c'est un peu plus intelligible. Après, c'est aussi plus compréhensible parce que c'est Robert Downey Jr. Dans l'univers Marvel, est-ce que ça aurait été pour tout le plan qu'ils avaient prévu en tous les cas, est-ce que ça aurait été bon de faire passer Tony enfoiré total dans un film et puis après regentil à faire la danse avec tout le monde? Je suis pas sûr que ça aurait marché non plus. Donc
Mais c'est ça, d'un côté, tu as Robert Downey Jr., de l'autre côté, tu as Iron Man qui est dessiné par Steve McNiven, forcément, c'est pas le même niveau. Ça, c'est sûr. Au Surtout même avec niveau les visages de McNiven. Les deux, le film et le comics échouent à répondre à cette question politique et de fond en général, quoi. Le film l'amène mieux, mais dans les deux cas, aucun des deux n'y répond vraiment de manière claire. Surtout, ce qui est bête, je trouve, c'est que c'est le postulat de départ, et après, finalement, on part de ça pour développer un propos ou pas, d'ailleurs. Mais il n'y a plus d'exemples après de ça, du fait qu'effectivement les héros doivent être contrôlés ou parce qu'ils font tel truc ou tel truc. Il n'y a pas un moment où il y a un autre dommage collatéral. Et c'est ça qui est bête en fait. Dans les Taizin, t'en as un. Ah, ça après. Moi, pour le coup, je les ai pas lus. Bon, souvent, c'est des personnages secondaires. T'as genre, comment il s'appelle, Thunderclap, là, qui bute Bantam. Même les noms, ça doit rien vous dire. Donc... Thunderclap. Oui, complètement. Mais non, mais enfin après il y a des dommages collatéraux, tu vois, mais c'est Goliath quoi. Enfin Goliath, tu t'en plus par terre quoi. Non, mais bien sûr, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, je sais pas, de re-explosion quelque part qui détruit un bâtiment, ou c'est plus dans ce sens-là où je le disais. Effectivement, il y a des dommages collatéraux au sein de l'équipe, mais ça dans l'absolu, la populace s'en fout. C'est surtout pour eux et pour les infrastructures qu'il pourrait y avoir. Il n'y a pas d'autres dommages collatéraux qui touchent la population, puisque c'est eux ou le gouvernement qui en font la demande. Et c'est bête, il pourrait y avoir, je sais pas moi, dans la baston, un avion qui se prend un éclair et puis l'avion s'écrase, tu vois. Enfin, il pourrait y avoir tellement de trucs. Disons que je pense qu'il aurait dû y avoir un truc en fait au milieu du récit qui repose la question de la responsabilité. C'est ça. Enfin, c'est ce que les Américains appellent be accountable, c'est vraiment être pas que responsable quoi, mais vraiment prendre la mesure de ce que tu es, de ce que tu représentes et de ce que tu dois faire. Et en fait, ça intervient à la fin du dernier numéro quand Captain America dépose les armes parce qu'il se rend compte que le peuple en fait, il est en train d'anéantir ce pourquoi il se battait en fait. Donc c'est que si ça avait été fait avant, ça aurait pu refaire pencher la balance du côté d'Iron Man. Ouais. Sympa. C'est ça aurait pu refaire se poser des questions quoi. Et à l'inverse, se poser la question de, tu vois, à plusieurs moments ils disent on pourrait se faire payer pour ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils vont se plaindre, ils ont une assurance maladie. On aurait pu aussi voir les dérives de ça. Ça aurait pu être intéressant de voir, maintenant le mec est payé, ok, donc ça veut dire qu'il se lève pas, c'est les 3-8 et point barre. Tu vois, j'en sais rien, enfin... Va travailler à l'usine, salaud. Non mais c'est ça aurait pu être un autre point de vue et se dire mais attendez, moi mon assurance maladie me couvre pas pour ça, je ne peux pas aller vous sauver. Ça aurait pu être sympa aussi quoi. Steve Rogers se pète la jambe. Ah non, t'es pas couvert mec. Ah non. Désolé. Ah non, désolé. T'as eu le Covid-19, bah non, il n'y a pas d'indemnité pandémie. Donc, mais c'est vrai que c'est bête parce que ça aurait pu refaire pencher la balance et pas juste aller dans un sens et alors que le postulat de départ, en tout cas en ce qui me concerne, est super intéressant quoi. Enfin, c'est un des meilleurs postulats que tu peux avoir pour un événement. Enfin, je trouve. Carrément, franchement. Et l'idée de base est génialissime. C'est vraiment, disons que c'est essayer de poser des questions du monde réel et voir comment est-ce que ça pourrait agir sur les super-héros. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que la figure du super-héros à la Marvel, je suis pas sûr que en tous les cas, je suis pas sûr que Mark Millar ait suffisamment de volonté de faire quelque chose de réfléchi pour nous pousser dans des questions. Parce que oui, en fait, c'est juste résumé, vouloir encadrer les super-héros, c'est du totalitarisme, alors que, en tous les cas, leur faire en sorte qu'ils révèlent leur identité civile. Tous ces trucs-là, en fait, c'est dire, non, en fait, regardez, limite, c'est du fascisme, en fait. Et alors que ne pas révéler son identité et agir donc de n'importe quelle façon, en fait, et pouvoir causer des dégâts dans tous les sens et mettre des civils en danger, parce que malgré tout, c'est quand même ce que les super-héros font. Je vais prendre un exemple cinématographique, mais tu vois la fin du premier film Avengers de Joss Whedon, les mecs ils détruisent quand même les 3 quarts de Manhattan, quoi. Donc voilà, le genre ils te foutent le bordel. C'est pareil dans Man of Steel, à la fin Superman à Exode, il détruit Metropolis, quoi. C'est un peu détruire Metropolis, si Superman n'avait pas été là, ça aurait été encore pire. Voilà, oui. c'est ça aussi le truc. Mais c'est à quel degré est-ce que tu poses la responsabilité du coup du super-héros? Et c'est une question hyper intéressante à mon avis. Et c'est une question qui mérite, je pense, un auteur vraiment blindé. Mais c'est pas Mark Millar.
Après, je pense aussi qu'il y a la question à se poser ça c'est un autre débat, de la pertinence du sous-texte et des ambitions qu'on peut avoir dans un event, dans la continuité, ou plutôt dans un récit type Elseworld, où tu as plus de liberté. Parce que la continuité, je pense, c'est pas pour excuser Miller, mais je pense qu'il y a pas mal de petites choses aussi qui sont pas possibles là-dessus, quelque part. Déjà, le moindre nombre de morts, j'ai envie de dire. Finalement, il était retenu, hein. C'est vrai que le bout... Dans un event où ça charcle comme ça, quand même, à tous les coins de rue, finalement, il n'y a que Goliath qui passe plus un personnage tertiaire. J'imagine qu'il y a eu une réunion, genre, bon, alors, on bute qui? Parce qu'il y a un moment donné, il faut bien buter quelqu'un quand même dans l'histoire. Et de toute façon, il y a toujours des réunions sur les events. C'est tombé sur Goliath, quoi. Mais... Plouf, ce sera toi. Et pourquoi pas Iron Man? Ah non, ça va pas être possible. Déjà, Claude veut tuer Captain, ça va être possible. Il y a peut-être Dan Didio qui était chez Marvel à l'époque, je sais pas. Non, mais le problème en plus, c'est qu'il pouvait pas tuer Captain. Enfin, Captain, il se fait buter après, quoi. Non, mais c'est pour ça que je te dis, on peut pas buter Iron Man. L'autre veut tuer Captain dans plusieurs numéros. On va pas en perdre 2 coup sur coup, c'est pas possible. Alors que ça aurait été intéressant. Eh ben, complètement. Ouais, surtout que Thor est pas là, donc on avait les 3 piliers des Avengers carrément. absents, ça aurait pu être sympa. Après, ça fait un peu Reddit avec la période Heroes Reborn, mais bon. Et c'est pareil, tu vois le Captain qui arrête pas de dire qu'en gros c'est pas bien, qu'on recense pas. Mais sauf qu'il t'explique jamais vraiment pourquoi c'est pas bien. Lui. Quand même un petit peu. Ouais, il l'explique vite, putain. Ah oui, c'est ma liberté. Bah c'est ça. Mais bon. Depuis le départ, que cet event, son principal problème, c'est que ça va trop vite. Donc. Ouais. Ça, c'est clair. C'est que non seulement ça va trop vite, et en plus, c'est ça, ça cherche même pas à exposer, mais vraiment à exposer les points de vue, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... typiquement, tu prends Secret Empire, j'ai énormément de problèmes avec le récit, mais je trouve qu'il y a au moins un chapitre qui permet un peu de poser les choses, où ça va discuter, quoi. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir des points de vue qui vont être exposés, des points de vue qui vont être confrontés. Là, c'est pas le cas, quoi. Et j'ai même envie de dire, dans Civil War 2, j'ai l'impression que Bendis, il fait un peu plus de travail d'explication, même si j'aime pas Civil War 2, que Mark Millar n'en fait dans ce récit-là, quoi. J'ai l'impression, j'ai pas dit que c'était vrai. Non, mais moi ça me va, parce que je voulais pas être celui qui parle de Civil War 2 en disant que c'était quand même mieux, mais si c'est toi qui le dis, ça me va. C'est juste que je trouve que le récit a un peu plus d'ambition politique, et au moins pendant 2 chapitres, alors c'est que les 2 premiers, mais il essaie au moins de faire quelque chose, quoi. Ouais, je trouve aussi. Et puis les visages de David Marquez sont meilleurs que ceux de Steve McNiven. Oui, ça. Les dessins de David Marquez sont meilleurs que ceux de Steve McNiven. Même si j'aime beaucoup Niven, pour moi, David Marquez est un peu au-dessus quand même. Si vous voulez, on peut en parler. Là, je pense qu'on a assez fait le tour quand même des thèmes et tout ça. Je vais juste dire que le Thor mécanique, pour moi, c'est non. Voilà, je vais finir là-dessus. Je sais pas d'où il a sorti ce truc-là, mais le Thor robot, pour moi, ça m'a achevé. J'ai dit pourquoi. Et je comprends pas encore moins aujourd'hui. C'est vrai que je suis pas suffisamment expert là-dessus, Fred, tu peux peut-être nous éclairer, mais c'est vrai que je sais pas à quel moment Thor est mort dans cette période de temps, en fait. Il est mort au Ragnarok. Donc c'est juste avant. C'est Straczynski, c'est ça qui était là, ou c'était Williamson? Je sais pas c'était qui l'auteur à cette époque. Tu m'en demandes trop, là par contre, moi il est non, ça a toujours fait 12. Alors, moi quand je l'ai lu, je savais pas, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pastis? Depuis quand c'est un robot? Je me suis dit, mais je me suis même. Alors, on en a fait la chronique de Civil War avec Nico, et je crois que c'est Nico qui était complètement à l'écart de Marvel, enfin, il connaissait pas du tout, il est beaucoup plus d'ici. Nico me disait, et il avait pas tout à fait tort, il dit, mais quand tu connais pas, tu te demandes si en fait, depuis des plombes, c'est pas un robot en fait. Ouais. Non, Thor est censé être mort à ce moment-là. C'est pour ça que quand il arrive, on lui pose la question, mais t'es pas censé être mort, toi? Ah oui, non, mais bien sûr. Et du coup, tu fous là, connard. Il faut un coup de marteau, en fait. C'est ça, il tape partout. Mais c'est pour ça. Déjà, c'est un robot, et en plus, son utilité, est ridicule, quoi. J'ai pas compris. Peut-être que j'ai trouvé ça cool en étant plus jeune, en me disant, il y a quand même un Thor robot. Mais alors là, aujourd'hui, ça m'a tué, quoi. Attention, c'est pas qu'un robot, c'est un clone. Oui, c'est ça, c'est un clone à partir d'une mèche de cheveux. Et moi, je me suis dit, mais dans un premier temps, mais attends, mais c'est ouf. Et il soulève le Mjolnir. Et après, tu vois Hercule qui défonce la gueule de Thor avec le Mjolnir, tout en défonçant le Mjolnir, et qui est du coup un fake en fait. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc le gars est fake jusqu'au bout du marteau, quoi. Jusqu'au bout des ongles. Ouais. Et Thor, il revient après dans la version d'Olivier Coipel. Ouais, mais là, c'est Straczynski, là. Avec Asgard et tout ça. Il a fait son petit Superboy, quoi. C'est ça. Mais au moins bien. Disons que, pour moi, ça fait juste que renforcer le fait que Tony Stark est moralement répréhensible et que lui et Reed
font tout, quoi, et n'importe quoi. D'ailleurs, Thor viendra lui dire un petit mot à son retour. Oui. C'est rigolo. Mais je trouve que c'est presque pire pour Reed, moi. Moi, j'avais pas l'habitude de le voir comme ça, en fait. Alors que Tony, tu sens qu'il est tendancieux. Tu vois, on parlait des films tout à l'heure, même dans les films. L'ère d'Ultron, mine de rien, Ultron, c'est de sa faute, tu vois. Dans les films, je parle. Hein. Effectivement, là, moi, Reed, je me serais pas forcément attendu à ce qu'il soit du côté d'Iron Man, en fait. Ouais, j'ai été plus étonné de Richards que de Tony, au final. Après, il y aura peut-être une explication, il y aura peut-être une autre émission dessus, mais c'est vrai que ce côté-là, tu le retrouves un peu dans toute l'histoire de Hickman avec la cabale dans les New Avengers. D'accord. Et il est quand même du côté un peu de ceux, sans spoiler, où il faut quand même péter les planètes avant qu'elles nous pètent la tronche. Ouais. Il y a quand même ce côté, quelque part, assez calculateur et Clairement. froid du scientifique, qui est peut-être là un peu léger, mais qui, pour moi, m'a pas trop choqué sur ce point de vue-là. D'accord. En fait, c'est assez compliqué, hein, le côté de Reed. Il a fait ses calculs, il a dit ça doit se passer comme ça, sinon on crève, quoi. Donc, Oui. et après, il se plonge dans le boulot, il fait le maximum, et puis Oui, c'est vrai. il a souvent réagi comme ça. C'est un pragmatique, hein. C'est un pur pragmatique, de toute façon, Reed. Mais c'est vrai que moi, les 4 Fantastiques, j'ai lu surtout des trucs genre les Nova, les trucs de l'époque. Du coup, j'étais pas du tout dans cet esprit-là, quoi. Après, c'est sûr que si t'es un lecteur et que t'as découvert avec les récits de Dan Slott très dernièrement, tu reconnais pas le Reed, Papa Poule, ça c'est sûr. Moi, perso, j'ai pas aimé du tout, mais après... Alors, moi, perso, je reconnais personne chez Dan Slott, mais bon. Non. Moi, je dis rien, mais le premier tome, je l'ai aimé juste pour le côté réunion, quoi. Le plaisir de la réunion m'a plu, en fait. C'est surtout ça. J'étais plus le côté émotion de la famille qui se retrouve qui m'a marché sur moi que l'histoire en elle-même, quoi. Mais c'est vrai que oui, les New Avengers mettent beaucoup l'accent sur ce Reed-là. De toute façon, Jonathan Hickman, de manière générale, quand il a écrit les 4 Fantastiques, c'était pareil. Hein. Il mettait beaucoup l'accent sur le côté pragmatique de Reed. Bon, je pense qu'on a versé pas mal de sel quand même sur en tous les cas le fond du récit. Après, on a quand même dit que en termes d'action, en termes de bourre-pif, c'était quand même plutôt, au moins là-dessus, c'était quand même réussi. J'ai envie de dire, heureusement, c'est ce qu'on attend d'un event quand même. Un event, c'est censé être le gros truc événement où ça se met sur la gueule. Et là, c'est quand même, ça dépote quand même pas mal. Bien rythmé, des bonnes punchlines. C'est une belle copie, quoi, quand même. Ça reste un récit très divertissant. Et moi, par rapport, tu vois, tu parlais de bourre-pif et de baston, clairement. Oui, effectivement, c'est un event qui met l'accent là-dessus. Mais tu vois, comparativement à Siège, où pour moi, c'est vraiment que ça. On n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas forcément de fond, en tout cas poussé au max sur Civil War, mais je trouve, pour ma part, qu'il y a plus de fond sur Civil War, par exemple, que sur Siège, où, pour le coup, pour moi, c'est vraiment que de la baston du début à la fin, quoi. J'ai envie de te dire que c'est pas très compliqué non plus de faire plus profond que Siege, parce que bon. Ouais, non, mais... Siege, je crois que c'est quand même unanimement salué avec Fear Itself comme étant les 2 events les plus pourris. Moi, j'ai halluciné. Alors attention, encore une fois, quand on te le dit à l'avance, il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu enlèves ton cerveau, tu prends ça tranquillou bilou, et puis c'est très bien, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'avoue que moi, tout le monde m'en avait parlé de Siège. Oh, j'ai lu le truc. Alors ouais, c'est fun, bon, ça se bourre-pif, quoi. Et Non. point barre. Siège, il faut le lire si tu as lu Dark Avenger et tout ça, sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. D'accord. Ouais. Ça boucle le Oui. Voilà, le run de Dark Avenger, sinon, et qui est très bon. Ça boucle toute la période du règne noir en fait où Norman avait pris le contrôle. Et oui, par contre les Dark Avengers, c'est ça par contre c'est vachement bien pour le coup, franchement. Ça c'est super. Très bien, ouais. Mais par contre, c'est vrai, effectivement, et comme tu le disais, moi, l'action, je la trouve classe. Les scènes, elles sont quand même dantesques de baston. Effectivement, comme tu le disais, les punchlines, moi, c'est vrai que c'est super agréable quand même. Quand le Punisher fait son entrée, c'est une entrée remarquée, quoi. Et il y a vraiment je veux dire, le coup de la pièce de Daredevil, tous ces petits trucs-là, c'est quand même bien foutu, quoi. Et ouais, moi, il y a une paire de fois où ça m'a fait sourire, où je me suis dit, ah la vache! Enfin, non, mais le coup, c'est tout con, mais effectivement, la pièce pour Judas, là, mais j'ai trouvé ça hyper efficace. Et en une phrase, enfin, il y a quand même une paire de punchlines qui font mouche, quoi, je trouve. Ça reste du Millard, il a quand même certaines forces en termes de... Il y a beaucoup de faiblesses, mais en termes de mise en scène et de proposer du récit spectacle et popcorn, il a quand même montré qu'il en avait à revendre. Et là, il a pas failli à sa réputation, quoi. Même de manière plus générale, je trouve quand même que les scènes importantes,
sont réussis. Que ce soit le début avec l'explosion à Stamford, la révélation de l'identité de Peter face aux médias est quand même super bonne. La fin est vraiment très très bonne aussi en termes de mise en scène. Il y a un bon complément, je trouve, entre Millar et McNiven quand même. Je suis pas fan du style graphique de McNiven, mais il assure quand même le change à plein d'endroits. Enfin, la séquence avec la pièce, avec Daredevil par exemple, elle est super impactante. Il y a quand même des bonnes séquences. McNiven, le seul problème que j'ai avec lui, c'est vraiment les visages. Enfin, je trouve qu'il sait pas faire de sourcils droits déjà, donc ça me pose un peu problème dans un comics, mais surtout quand il y a des gros plans sur les visages. Et après, voilà, je trouve que c'est de la composition. Il y a un peu moins de mouvement que ce que j'aime moi dans le comics, mais ça c'est tout à fait perso. Mais ça assure quand même grave le spectacle, quoi. Ça déboîte bien sa mère quand il faut. Et ouais, Millar, il est assez impactant dans ses punchlines. Ce qui perd dans le fond, il le gagne quand même dans l'efficacité, on va dire. Mais je trouve que McNiven, c'est un peu la même, c'est-à-dire que effectivement, alors moi perso, j'aime bien. Je comprends quand tu dis qu'effectivement, des fois, c'est un peu statique et machin. Il arrive quand même à faire des pauses qui te restent et qui marquent. Le coup de poing dans la gueule d'Iron Man sur Captain America qui lui déchire le visage, déchire le masque. Moi, il me reste, quoi. Et j'ai pas besoin de revoir pour. Enfin, je me l'imagine très bien, tu vois ce que je veux dire. J'y repense sans problème des années après. Et je trouve que c'est hyper fort quand même de réussir à faire ça, quoi. Moi, il y a des titres que je lis, je me souviens pas d'un dessin en particulier. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelques trucs. Quand Captain donc s'est fait défoncer et se relève, il est au bout de sa vie et il a une tête, tu le reconnais pas. Tellement c'est, je trouve ça fort. Et encore une fois, je trouve qu'il arrive quand même à faire des pauses qui marquent. Bah, il arrive à faire des covers dans ses pages, quoi, en fait. C'est ça, ouais. La séquence après l'explosion de Stamford, moi cette scène elle me marque. Enfin, je l'ai eu en fond d'écran pendant longtemps sur mon ordi. Je vous raconte ma vie, mais bon. Où du coup il y a Iron Man et puis Captain d'un côté et de l'autre des ruines en fait, avec les pompiers du coup en arrière-plan. Cette scène symboliquement, ce qu'elle raconte, en plus, enfin, on est encore dans cette Amérique post-11 septembre. Civil War, faut pas l'oublier, faut le replacer aussi dans ce contexte-là. C'est encore l'Amérique post-11 septembre, donc rien que commencer ton event par une explosion d'ampleur aussi cataclysmique dans une petite ville américaine. Bon, Mark Millar, il a quand même une bonne paire de coronesses et Marvel a une bonne paire de coronesses aussi de lui laisser faire ça. Je crois que c'est 2004 Civil War. Voilà, c'est 3 ans après le 11 septembre. C'est encore frais dans la mémoire des types. Il y a même des mecs qui s'en sont pas encore remis aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même assez balèze. Et McNiven, il arrive vraiment à assurer le taf et à montrer ces symboles de l'Amérique. Enfin, c'est aussi montrer les symboles de l'Amérique comme étant faillibles. Civil War, voilà. Je pense que c'est aussi important de le replacer dans ce contexte-là. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas forcément fait jusque-là, mais c'est aussi montrer les super-héros comme étant eux aussi à bout de nerfs en fait. Et l'ennemi est tellement inattendu que finalement le seul ennemi qu'ils arrivent à trouver maintenant, c'est eux-mêmes, quoi. Donc. Mais c'est vrai que quoi, moi je te dis, le Iron Man, et du coup ça rejoint ce que tu disais, avec le drapeau américain derrière, le Punisher qui rentre avec Spider-Man dans ses bras. Cette scène. Mais c'est juste le Punisher qui se fait défoncer par Captain America et qui veut pas répliquer. Parce que c'est un symbole, c'est quelque chose qui le... Et ouais, non, il arrive quand même à faire des trucs... Je te dis qu'il marque, quoi. Oui, c'est ça, il marque, il imprime. Et puis je me souvenais pas que c'était aussi violent en plus. C'est quand même très cru, quoi. Enfin, tu le disais, Steve il se fait défoncer la tronche, on le reconnaît pas. Pareil, Spider-Man il est en état pas possible quand le Punisher le ramène. C'est quand même très très brutal. C'est quand même impressionnant. On en a peu des events aujourd'hui qui sont aussi violents. À l'époque, je pense qu'il y en avait un peu plus à l'époque, ne serait-ce que dans les Ultimates, etc. C'était un peu plus graphique, c'était assez sympa, j'aimais bien. Là, on parlait il y a de la violence dans Metal quand même. De la violence scénaristique, tu veux dire? On parlait de Siège tout à l'heure, le débarquement de Sentry, moi je m'en suis toujours parmi, quoi. C'était vraiment... Et c'est vrai qu'on était un peu plus dans le crade quand même. Ouais, c'est ça, surtout, c'est crado, quoi. Voilà, ils y vont pas par 4 chemins. Tu comprends pourquoi Mark Millar et McNiven ils ont collaboré après sur Old Man Logan, parce que complètement. Complètement. Mais bon, on reviendra sur Old Man Logan dans un autre épisode.
Bah écoutez, j'ai quand même l'impression qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je sais pas ce que vous en pensez. Mhm, tout à fait. On peut aborder un dernier point. C'est quand même Civil War, c'est quand même un event, pardon, assez important dans l'univers Marvel, je trouve. En tous les cas, il a eu des conséquences qui ont quand même été assez durables. Euh, Est-ce que, alors, si c'est peut-être pas forcément un indispensable, on reviendra dessus dans la conclusion. Est-ce que c'est quand même pas un espèce de, alors je trouve plus le terme français, mais un point d'ancrage dans l'univers Marvel qui est quand même assez important. Après, moi, on y reviendra au moment de la question de l'indispensable, mais est-ce qu'un récit considéré comme indispensable doit forcément être exceptionnel et mettre tout le monde d'accord? Pour moi, il y a des récits qui divisent beaucoup plus et qui ont beaucoup de faiblesses, mais qui, parce qu'ils représentent dans la culture populaire et dans la culture comique, sont aussi indispensables. Et pour moi, il rejoindrait plus cette catégorie-là de pas parfait, etc. Mais pour ce qu'il imprime et ce qu'il a fait ressentir chez beaucoup de gens, il est quand même difficilement contournable. Bah, disons que quand tu vois encore les chiffres de vente que fait Civil War, parce que pour avoir bossé en librairie pendant quelques temps, Civil War, même avant que j'arrive dans cette librairie, c'était le seul comics avec Walking Dead qui se vendait comme des petits pains. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment aucun besoin d'en faire de la promo. Les gens, ils savaient ce que c'était, ils allaient dessus, ils achetaient le tome 1 malgré le prix à l'époque déjà assez élevé. Ils en avaient rien à faire. Et quand il est ressorti dans la collection Marvel Event, donc la collection un peu augmentée avec un peu de prélude et un peu d'épilogue, pareil, dès qu'il est sorti, j'avais reçu quelques exemplaires. Dans la journée, ils étaient épuisés. Donc c'est quand même je pense qu'à ce niveau-là, ça dit quand même quelque chose de ce que représente le récit. Alors le film a évidemment fait beaucoup. C'est pas pour rien que Panini le remet dans la première vague de ses titres là, de sa collection Best of. L'un des premiers titres qui va sortir, c'est ça et Old Man Logan, quoi. C'est le retour de Et on est d'accord que c'est 15 balles cette collection. Pour celui-là, ouais, il y en aura des un peu plus chers à 19, mais celui-là il sera à 15 normalement. Ouais, c'est entre 15 et 19 euros, ce qui est quand même assez avantageux pour avoir des récits dans ce genre. En tous les cas, c'est clair que si Civil War on l'a pas lu, je pense qu'à 15 euros on peut difficilement passer à côté. Ah oui, clairement. Pour moi, ce sera le message de la fin, clairement, mais ouais, à 15 euros, il mérite la découverte. Ouais, je pense qu'on peut. Je sais pas, Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le côté important dans l'univers Marvel en tous les cas? C'est une bonne question. J'ai été en train de réfléchir à ça. Je pense que son côté le plus important et peut-être le plus pernicieux, c'est qu'il a réentamé une manie de l'event chez Marvel à puissance 12. Ouais, c'est peut-être un peu l'un des soucis. C'est vrai que ça a tellement cartonné que oui, ça a embrayé, ça a lancé la machine et puis ça a lancé cette machine un peu infernale pour moi. C'est-à-dire que Marvel a tendance à sortir des séries régulières, des gros machins pour les balancer en event. Secret Invasion, c'était clairement intégré dans le run de Bendis sur l'Avengers, et donc si t'avais pas lu le run d'Avengers, ça servait à rien de lire Secret Invasion parce que t'allais rien capter. Ouais. Malgré tout, c'était un event, donc moi qui l'ai lu, j'ai absolument rien compris. Je le dis clairement. Siege, c'est pareil, quoi. Tu le lis, t'as pas lu les Dark Reign, je vois vraiment pas l'intérêt. Et puis, aujourd'hui, il multiplie ça tout le temps. War of the Realms, c'est la fin du run de Jason Aaron sur Thor. Franchement, le lire sans avoir lu les Thor, ça n'a strictement aucun intérêt. Absolute Carnage, c'est intégré dans le Venom de Donny Cates. Aucun intérêt de le lire si t'as pas lu Venom, quoi. C'est encore pire, Absolute Carnage, quoi. C'est vraiment un arc qui est vraiment retiré. C'est incroyable à quel point ils ont merdé là-dessus. Ouais. Mais j'ai créé un édito là-dessus en ce moment, donc peut-être qu'il sera sorti d'ici le podcast. Spoiler, je ne pense pas. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de ce qu'est Civil War. On va du coup conclure je vais vous demander à chacun de nous dire est-ce que c'est un indispensable à votre avis ou pas. Qui veut commencer? Lolo, t'as déjà un peu entamé le truc, je te propose de finir. Ouais, pour moi, ça reste un comics indispensable pour ce qu'il représente dans l'histoire de Marvel, l'importance qu'il a eu, les grosses qualités qu'il a aussi, de divertissement, de rythme quand même maîtrisé en termes d'action, de dessin qui est quand même en mettre plein la vue. Pour moi, il mérite son titre d'indispensable et même aussi quelque part par ses faiblesses parce que ça permet d'en débattre et aussi de se faire ses propres idées et c'est pas inintéressant non plus. Donc oui, pour moi, ça fait partie des indispensables malgré ses faiblesses. Fred? Si on a le droit de dire oui et non ou comment tu dis ce que tu veux. Oui, alors, ça me pose souci de ne conseiller que la lecture de celui-ci.
pour les raisons qu'on a citées, c'est que ça va trop vite, qu'il manque trop d'informations. D'un autre côté, vu comment ça a été édité, bon, évidemment c'est tout à fait compréhensible que ça a été édité comme ça, mais voilà, vous avez l'histoire complète de Civil War, et derrière, on fait retour à zéro, puis on revoit l'histoire de Spider-Man, l'histoire de Iron Man, et du coup, ça ne marche vraiment pas aussi bien que si vous l'avez lu à l'époque avec les bouquins, avec premier mois, je lis Iron Man, Spider-Man plus Civil War, etc., etc. Je pense que cette lecture-là, hélas, elle n'est plus possible, quoi. Difficilement, à moins d'être super collectionneur, d'aller chercher tous les petits numéros de Marvel Icons, etc. C'est super compliqué, quoi. Donc, malgré tout, j'ai envie de dire pourquoi pas, si l'aventure vous tente, ça restera une lecture, je pense, agréable. À partir du moment où on est conscient que, malgré ce qui a pu être dit peut-être parfois, pour moi, ce n'est pas un récit politique, le fond, ce n'est pas de la politique, c'est un déchirement entre les super-héros, entre la communauté des super-héros, c'est un déchirement. Il y a un côté très viscéral qui est effectivement bien représenté par le dessin de McNiven. Donc à partir du moment où on est conscient de ça, eh bien go, ça peut être que bon pour vous. Jules, je te propose, vas-y. Moi effectivement je rejoins Fred là-dessus et c'est... On a tendance à trop dire justement que c'est politique et que ça a du fond et que ça c'est vraiment un vrai comics qui a du fond, et je trouve qu'effectivement on le dit à tort parce que ça reste des mecs qui se foutent sur la gueule surtout. Après, il n'y a pas une absence totale de fond, mais c'est vrai que c'est pas le fond qu'on lui prétend, quoi. Et donc, je trouve déjà qu'il faut se détacher de ça. Encore une fois, moi, quand je trouve qu'il est fait pour les lecteurs novices, ou en tout cas ceux qui sont familiarisés avec l'univers super-héroïque, mais j'ai envie de dire, on est quand même à une période où tout le monde est plus ou moins familiarisé avec l'univers super-héroïque, et je trouve vraiment que c'est une bonne porte d'entrée quand on connaît les personnages. C'est sûr que si on n'a jamais entendu parler de sa vie, d'Iron Man ou de Captain America ou quoi que ce soit, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais je trouve que je pense que vraiment on peut les compter sur les doigts des deux mains, entre 5 et 10 choses que tu ne pourras pas capter. Et quand je dis pas capter, c'est on y fera référence et ça te donnera envie d'aller un petit peu plus loin. Sur les tie-in ou sur ce qu'il y a eu avant ou sur ce qu'il y a eu après. Moi, je trouve qu'il se lit bien dans son entièreté quand même, et il se tient bien, et c'est un bon divertissement. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment à un moment où on a envie d'avoir plus de choses, et on est beaucoup plus, il arrive un moment, en fait, dans notre carrière, entre grosses guillemets, de lecteur, où on a beaucoup plus d'attentes sur les comics, et on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un peu plus de fond. Et je pense que c'est pour ça, quand t'es ado et que tu lis ça, il y a un tout petit peu de fond, il y a beaucoup de bastons, et ça fait le café, quoi. Et encore une fois, vraiment, alors bon, elle a l'air très réticente aux super-héros, donc je vais y aller tout doucement. Elle voulait déjà pas faire d'émission avec moi, pas faire de vidéo, et elle vient d'en tourner une avec Nico et moi. Donc je pense que je vais, au final, filer ce titre-là à ma sœur, et je suis impatient d'avoir son retour, et je manquerai pas de vous en faire part. Tu veux pas appeler ton podcast ma sœur ? Non, mais honnêtement, je sais pas trop comment l'appeler. Et si vous avez des idées, je suis preneur. Je vais te trouver un titre, t'inquiète. Je suis preneur, mais c'est vrai que c'est... Enfin, ouais, on n'a jamais vécu ensemble, on n'a pas vraiment d'affinité en apparence, enfin plus que ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, elle est allée plusieurs fois à la Comic-Con avec moi, je suis allé au Salon du Livre avec elle, enfin, on arrive à se trouver comme ça des passe-temps et puis des zones d'accroche, on va dire, quoi. Et ça en fait partie, et du coup, je suis vraiment très très content qu'elle ait bien voulu participer, et moi, je suis très curieux de voir sa réaction à ces comics-là. Je vous dis, là, The Magic Order, Gillian Falls et Lock and Key, il y a des titres sur lesquels j'aurais parié, et bon, elle a trouvé ça sympa, mais sans plus, puis d'autres où elle a surkiffé, quoi. Donc c'est cool. C'est bien, tu fais découvrir du comics à d'autres, c'est cool. Bah ouais. C'est chouette. Ouais, non, mais c'est bien. Du coup, c'est à moi de terminer ça. Est-ce que c'est un indispensable du comics ? Vous avez bien mis en avant tous les points pour lesquels je trouve à la fois que c'est un indispensable et à la fois je trouve que c'est pas un indispensable. J'ai vraiment du mal à le conseiller aujourd'hui à des lecteurs de longue date, surtout avec la période aujourd'hui moderne du comics.
C'est un bon divertissement, clairement, si vous cherchez un comics bourre-pif, allez dessus, quoi. Enfin, vous serez pas déçus, c'est un très bon comics d'action, et on va dire qu'il y a un minimum de fond, même si ça reste très manichéen, et que c'est un peu dommageable là-dessus. Après, j'ai vraiment ce problème-là que je trouve que ce récit aurait mérité un bien meilleur traitement. Vraiment. Mais c'est aussi parce que voilà, pour ceux qui commencent à me connaître sur le site et de manière plus générale sur Twitter, j'ai une analyse politique d'absolument tout. J'ai cette tendance à analyser tout sous un spectre politique et sous spectre de rapport de domination et tout ça. Donc c'est vrai que rien que pour ça, je trouve que c'est dommage en fait de s'être quelque peu détaché de cette profondeur politique que le récit pouvait avoir, pour au final le traiter de manière très, très lisse et très simple. Mais pourtant, il y a des moments qui claquent, et au-delà même des moments d'action, il y a juste des moments de personnages. On l'a dit avec Sue, c'est un personnage fort, c'est un personnage puissant, il y a vraiment quelque chose qui se dégage d'elle. À travers le personnage de Peter, c'est quand même si vous aimez Spider-Man, c'est quand même un segment important de la vie de Spider-Man qui se joue à ce moment-là, même si, merci Joe Quesada, ça a été effacé depuis. Merci enfoiré. C'est quand même un moment super important dans la vie de Speedy, rien que pour ce qu'il a vécu sur cet instant présent et ce que ça a déterminé en fait. Et je trouve qu'en termes de récit, ça fait quand même le taf. Donc, est-ce que c'est un indispensable ? Non, je pense pas. Est-ce que c'est une bonne lecture à conseiller ? Oui. Mais pour moi, c'est pas un indispensable. C'est plus un indispensable du comics. Ou alors, faut vraiment le replacer dans ce contexte de l'époque, post-11 septembre, où l'ennemi est un peu invisible, et du coup, si on prend tout ce contexte-là en compte, je pense qu'en fait, de manière périphérique aux comics, il y a plein de trucs intéressants à greffer dedans, mais il faut vraiment prendre le contexte en compte et s'y attacher. Et c'est peut-être un peu ça le côté compliqué aujourd'hui de Civil War, et peut-être pour ça aussi que ça fonctionne moins bien. Les jeunes lecteurs n'ont pas forcément aussi cette culture-là, n'ont pas vécu comme nous analyser les événements de cette façon-là aussi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça un des soucis. Mais malgré tout, voilà, ça reste Mark Millar, ça a beau être un auteur qui est pas du tout profond, il était encore dans une bonne efficacité à ce moment-là. Pour moi, il l'a perdu aujourd'hui, mais là, à ce moment-là, il était encore hyper efficace dans ce qu'il proposait. The Magic Order, il est efficace. The Magic Order, il est très bien, mais bon, vu le nombre de merde qu'il a collé. Oui, non, mais oui, je plaisante bien sûr. Le Jupiter's Legacy, tu le classes dans les merdes aussi ou pas ? Juste par curiosité. Non, Jupiter's Legacy, c'est très très bien. Ça fait justement partie de ces trucs où je me suis dit, merde, putain, Millar, il sait écrire encore. Et mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, quelqu'un qui l'a loupé et qui est à, 3-4 ans de lecture, je lui conseillerais pas. Je lui dirais pas forcément fonce sur Civil War. Alors que quelqu'un qui entame et qui connaît les personnages et qui connaît un peu, qui est Namor, là ouais, je lui dirais vas-y fonce, tu vas te faire plaisir. Mais quelqu'un qui l'a loupé, carrément pas. C'est un indispensable, mais pas tout le temps. Je pense que c'est un indispensable pour s'amorcer dans l'univers Marvel en fait. Je trouve vraiment qu'il fonctionne bien là-dessus, moi. Mais c'est mon point de vue. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir s'il y avait eu des conséquences un peu à long terme, tout ça. Et en fait, c'est un des reproches aussi que je ferais, c'est que les répercussions n'ont pas duré très longtemps, en tout cas pas assez à mon goût. Et bon, ça, je ferai le reproche sur tous les events de pire en pire depuis cette époque-là. Mais il y avait des trucs intéressants avec l'initiative des 50 États, les groupes de super-héros. C'est un truc qui aurait pu durer des années, quoi, cette chose-là. Et puis être, comment dirais-je, peut-être combattu au fur et à mesure par d'autres choses. Mais non, c'est vraiment la loi a été dégagée après d'un coup et tout a été effacé et on retourne à zéro, quoi. Et alors, est-ce que vous avez remarqué qu'ils ne se font même plus chier à l'expliquer ? C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, un mort, j'ai remarqué ça depuis 2-3 ans, là, et ça me gonfle particulièrement, quand il y a un mort, je sais pas, un personnage qui arrive, t'en as un autre qui dit « Mais t'étais pas mort, toi ?» Et le mec lui répond, à chaque fois, quoi, ça loupe pas, « Attends, tu devrais savoir qu'on meurt pas vraiment. » Et crac, on passe à autre chose. Ah, c'est naze. Et ça, moi, ça me fout en l'air, quoi. Il y a même pas l'ombre d'une explication. Il y a même pas un Pégu derrière sa feuille qui essaie de trouver un truc, quoi, tu vois. C'est comme ça.
Ça veut Ouais, faire, c'est un peu devenu un running gag en fait. Et ouais, bah, complètement. ça veut faire passer Et- de vanne, mais en fait, c'est un Le gros. gros, même pas le gros problème de Marvel, mais ça sera autre chose. Oui, bien sûr. T'as 4 Iron Man, t'as 5 Spider-Man, t'as toujours des différents en parallèle qui reprennent le truc. Donc au final, c'est la foire à la saucisse des personnages. C'est que chaque nouveau personnage est une déclinaison de l'ensemble. Ah, c'est marrant, ça, c'est un de mes prochains sujets d'émission. Ah bah, La foire à la saucisse. Ce sera donc un très bon sujet d'émotion. T'as ton ah sujet. oui. Je pense que ça fait longtemps que je veux en faire un sur Civil War aussi, et enfin pas que sur Civil War, mais sur la différence entre la justice et la loi. Donc dans les super-héros. Ah. Je voulais faire ça, mais avec quelqu'un qui a un petit peu de connaissances, on va dire, au niveau philosophique sur le sujet, mais j'ai trouvé personne pour l'instant. Si vous avez des contacts, ça m'intéresse. Je vais réfléchir, ouais, je te redirai ça. C'est rien à foutre dans le podcast, mais je vous le dis quand même. J'espère que vous avez passé un bon moment déjà, vous, avec moi. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes analyses à la con. Non, c'était très intéressant. C'est très juste. Donc, tu m'as un peu saoulé. Ouais, non, mais je sais, je te fais ça à chaque fois. Donc. Il n'y avait pas tant de sel que ça, finalement. On a quand même ressorti pas mal des qualités. Oui, ça va. Quand même, finalement. Oui, non, on a été. Je pense qu'on a été mesuré. Oui. Maintenant, évidemment, ça va être à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous dire en commentaire si pour vous Civil War c'est un indispensable et ce que vous aimez de Civil War, pourquoi vous l'aimez, et puis si vous le détestez, pourquoi est-ce que vous le détestez. Tous les avis sont possibles et sont surtout entendables à partir du moment où ils sont argumentés. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à réagir. Ne vous privez pas pour ça. Et, on se dit à bientôt. Évidemment, je vous encourage à suivre Jules sur la chaîne YouTube Jules et Nico. Ils nous font des vidéos exclusives pour lescomics.fr, mais ils ont aussi plein d'autres vidéos où ils font de la review de leurs lectures diverses et variées, que ce soit de la BD, du manga ou du comics. Voilà, ils font des lives aussi, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à leur chaîne. Fred de la chaîne Show, donc show s.h.o.w, super-héros on web. Pareil, n'hésitez absolument pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il fait plein de vidéos où il revient à la fois sur certains grands moments, certaines grandes figures du comics, les X-Men par exemple ou la famille Summers, mais ils font aussi des comparatifs entre comics et films, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne. Et puis moi et Lolo, on fait de la chronique, on fait de la review, on en balance suffisamment souvent, surtout Lolo, je crois que c'est le plus actif des membres de la team review, donc il nous pond de la review comme pas possible. Bravo Lolo. Merci au confinement surtout. Merci le confinement, c'est vrai que avec le confinement j'ai enfin plié ma palle, donc je suis plutôt content. On m'a toujours pas, c'est ça le pire. En fait, je l'ai économisé comme un crétin et je me retrouve avec une palle qui va diminuer. Je me suis remis les transmettre et tout ça et c'est absolument terrible. Le mec, il était parti pour 6 mois de confinement. C'est énorme, on y retourne, j'ai encore des choses à lire. Bon, tiens, si, il y a un truc quand même que je vais rajouter, il y a un très mauvais point, c'est les New Warriors en mode ado débile dans une émission de télé-réalité, c'est pas possible, ça, il faut arracher ça. J'avoue que maintenant que je connais les New Warriors, ça m'a grave choqué. Donc, moi, je les avais 10 ans avant, c'était pas la même ambiance. C'est ça. Je pense que ce sera le mot de la fin. Les New Warriors ne sont pas des débiles qui font de la télé-réalité. Et on attend toujours une vraie Civil War. Voilà. On attend toujours une vraie Civil War, en effet, c'est vrai. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, lisez du comics, lisez ce que vous voulez, du moment que ça vous plaît, c'est ça le plus important. Et puis continuez à nous suivre sur nos différents réseaux. On est lescomics.fr et on parle de comics tout le temps, sous toutes ses formes. Allez, ciao. Allez, ciao. Bye. Salut.